Le vent de novembre balayait les montagnes du Colorado comme une lame, apportant avec lui la promesse d'un hiver précoce. Elias Turner serra davantage son manteau usé en peau de bison autour de ses épaules, tandis qu'il descendait le sentier étroit, ses bottes craquant sur la fine couche de givre qui s'était formée pendant la nuit. Le soleil était bas derrière les sommets, projetant de longues ombres sur la vallée où se trouvait sa cabane. Une structure solitaire faite de rondins patinés et de détermination. Il l'avait construite lui-même il y a 15 ans, alors que le chagrin était encore assez frais pour avoir un goût de cuivre dans la bouche. Il l'avait construite de ses mains qui tremblaient, et pas seulement à cause du froid. Dans un endroit si isolé que même les visiteurs les plus déterminés y réfléchiraient à 2 fois avant de s'y rendre. C'était justement le but. Un homme ne venait pas dans ces montagnes pour trouver de la compagnie. La lettre dans la poche de son manteau craquait à chacun de ses mouvements, aussi étrangère que le serait d'un cactus dans la neige. Il l'avait récupérée au magasin général de Silver Creek 3 jours plus tôt, en même temps que ses provisions pour l'hiver. Le vieux Morton la lui avait remise en haussant les sourcils, posant des questions auxquelles Elias n'avait aucune intention de répondre. « Elle vient de Denver », avait dit Morton en tapotant l'enveloppe, avec une écriture sophistiquée en plus. Elias s'était contenté de grogner, repoussant la lettre sans la lire jusqu'à ce qu'il soit loin de la ville et des regards indiscrets. À présent, alors qu'il approchait de sa cabane, de la fumée s'échappait déjà de la cheminée, grâce au feu qu'il avait allumé le matin même. Il ne pouvait plus repousser le moment de la lire. L'intérieur de la cabane était spartiate mais propre. Une seule pièce avec une mezzanine pour dormir. Une cheminée en pierre occupait la majeure partie d'un mur. Une table en bois brut avec 2 chaises dont il n'avait jamais eu besoin. Et des étagères remplies de conserves, de la viande séchée et les quelques livres qui lui tenaient compagnie pendant les longs hivers. Tout ce dont un homme avait besoin, rien de plus. Il accrocha son manteau au crochet près de la porte, posa son fusil à sa place près de la cheminée, puis sortit enfin la lettre. Le papier était fin, trop fin pour cette région, et l'écriture était en effet raffinée. Toutes ces boucles et ces fioritures témoignaient d'une éducation et de manières orientales. Monsieur Elias Turner, suite à votre demande par l'intermédiaire de notre connaissance commune, Monsieur Samuel Morrison, nous avons pris des dispositions pour qu'une gouvernante et cuisinière convenable arrive à Silver Creek le 15 novembre. Mademoiselle Clara Hartley est hautement recommandée pour ses compétences domestiques et sa discrétion. Elle comprend la nature isolée de votre résidence et est prête à relever les défis de la vie à la frontière. La somme convenue de 40 $ par mois doit être versée directement à Mademoiselle Hartley, qui gérera ses propres dépenses à partir de ce montant. Elle s'attend à être logée et nourrie comme convenu, avec des dispositions appropriées pour garantir son intimité et sa dignité. Nous sommes convaincus que cet arrangement vous donnera entière satisfaction pour les mois d'hiver à venir. Bien à vous, Madame Adelaide Petone, agence domestique Petone. Denver fixa la lettre, la mâchoire crispée, Samuel Morrison. Il aurait dû se douter que cet imbécile indiscret transformerait sa simple plainte concernant les difficultés des préparatifs hivernaux en une telle situation. Il avait mentionné, peut-être après avoir bu un whisky de trop, que les hivers devenaient de plus en plus difficiles à gérer seuls, que garder la cabane au chaud, nourrir les animaux et s'alimenter correctement pendant les mois glacials devenait un défi qui lui pesait sur les épaules. Mais il n'avait pas demandé une femme. Il n'avait certainement pas demandé une gouvernante de l'Est aux manières raffinées et à la sensibilité délicate. Ce qu'il avait en tête, c'était peut-être un ouvrier agricole, un mineur malchanceux qui pourrait fendre du bois et qui n'attendrait pas de conversation. Le 15, c'était aujourd'hui. Il froissa la lettre, puis la lissa à nouveau. 40 $ par mois, c'était cher, mais pas déraisonnable. Il avait l'argent. Des années de piégeage et quelques missions occasionnelles de guide lui avaient permis d'accumuler une somme décente, cachée dans la boîte à café derrière la pierre mobile de la cheminée. De toute façon, l'argent n'avait aucune valeur ici. On ne pouvait ni le manger ni le brûler pour se réchauffer. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le sentier qui descendait vers Silver Creek. Il faudrait presque une journée entière pour faire le trajet, à condition de trouver quelqu'un pour servir de guide. À condition que cette mademoiselle Hartley ne jette pas un coup d'œil aux montagnes et ne prenne pas la prochaine diligence pour Denver, ce qui serait préférable. Il décida de descendre en ville dans quelques jours pour expliquer qu'il y avait eu un malentendu.
Morrison n'avait qu'à s'occuper de ses affaires, et Elias pourrait retrouver sa solitude. La cabane lui avait suffi pendant ces 15 années. Elle lui suffirait encore pendant 15 autres. Mais au fil de la journée, Elias se surprit à faire de petits préparatifs malgré sa résolution. Il débarrassa la petite pièce attenante qu'il utilisait comme débarras du matériel qui s'y était accumulé, balaya les crottes de souris et la poussière. Il vérifia le poêle qui s'y trouvait, un petit appareil qu'il avait installé il y a des années, avec la vague idée qu'il aurait peut-être besoin de cet espace un jour. Il fonctionnait, même s'il fumait un peu. Dans l'après-midi, il avait apporté du bois supplémentaire, rempli les barils d'eau et même pris le temps de boucher un trou dans le toit de l'appentis où le vent sifflait. Toutes ces choses pratiques, se dit-il, des choses qui devaient être faites de toute façon. Le soleil commençait à descendre derrière les sommets occidentaux lorsqu'il l'entendit. Le bruit lointain des chevaux sur le sentier. Elias sortit sur le porche, son souffle se transformant en buée dans l'air froid. Deux silhouettes à cheval remontaient la dernière partie du chemin. L'une d'elles était clairement un guide local, et en juger par la façon dont il était assis sur son cheval. L'autre était tellement emmitouflée contre le froid qu'Elias ne pouvait pas distinguer grand-chose, si ce n'est qu'elle était petite et qu'elle montait comme quelqu'un qui avait appris à cheval sur les chemins de l'Est plutôt que sur les sentiers de montagne. Le guide, qui ressemblait au jeune Tom Bradley, menait une mule chargée de ce qui semblait être des bagages. Trop de bagages pour un travail hivernal. Ils arrivèrent à la cabane alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient. Tom descendit de son cheval avec la grâce naturelle de la jeunesse, puis se retourna pour aider la femme à descendre. Elle bougeait lentement, prudemment, une main pressée contre son ventre, tandis qu'elle retrouvait son équilibre. « Monsieur Turner », appela Tom, sa voix trahissant la nervosité que les jeunes hommes ressentent souvent en présence de leurs aînés. « J'ai ramené mademoiselle Hartley de la ville comme elle me l'avait demandé. » Hélas resta sous le porche, observant la femme se redresser et retirer la capuche de son manteau de voyage. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 25 ans, avec des cheveux bruns tirés en arrière en un simple chignon, et un visage qui aurait pu être joli s'il n'avait pas été marqué par la fatigue. Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent le sien, étaient gris comme le ciel d'hiver, et elle était enceinte. Le renflement de son ventre était indéniable maintenant qu'elle se tenait face à lui, sa cape tombant pour révéler la preuve évidente de sa grossesse. Avancée, et en jugé par son apparence, de plusieurs mois, pas de quelques semaines. « Vous êtes Mel Hartley. » Les mots sortirent plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva le menton, un geste qui traduisait sa fierté malgré sa fatigue évidente. « Madame Hartley, » corrigea-t-elle, la voix légèrement tremblante, peut-être à cause du froid. « Je suis veuve. » Tom était déjà en train de décharger la mule de bas, rangeant les sacs dans un petit coffre sur le porche, avec des gestes précipités qui suggéraient qu'il voulait partir avant la tombée de la nuit. Un garçon intelligent. L'agence n'a rien dit à propos d'Elias, fit un geste vague, l'esprit occupé par mon état. La voix de Clara Hartley gagna en force, même s'il pouvait l'avoir vacillé légèrement sur ses pieds. J'en ai informé Madame Piton. Elle m'a assuré que cela ne poserait pas de problème, étant donné que je ne demanderai pas de salaire avant la fin de ma grossesse. Après votre... Le bébé viendra, que vous le vouliez ou non. Monsieur Turner, sa voix était désormais ferme malgré son épuisement. Je peux travailler jusqu'à mon accouchement, et après, je ne demande qu'un toit et de la nourriture en échange de mon travail. L'accord reste tel qu'il a été conclu. Tom s'éclaircit la gorge, déjà remonté sur son cheval. Je vais rentrer maintenant, Monsieur Turner. La nuit tombe vite sur la piste. Il a soulevé son chapeau en direction de Clara. Madame. Puis il est parti, le bruit des sabots s'estompant dans l'obscurité grandissante, laissant Elias seul avec une veuve enceinte et la certitude grandissante que son monde soigneusement ordonné venait d'être bouleversé. « Je n'ai pas payé pour ça, dit-il finalement, ses mots résonnant durement dans l'air froid. « Je n'ai pas payé pour nourrir. » Clara Hartley se redressa, bien qu'il puisse voir l'effort que cela lui coûtait. Ses mains se posèrent protectivement sur son ventre, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. « Le bébé viendra, que vous ayez payé ou non, » dit-elle doucement. « Je peux travailler, je travaillerai, mais si tu veux me mettre à la porte, fais-le maintenant, tant qu'il fait encore assez clair pour redescendre le sentier. » Le défi planait entre eux dans l'air glacial. Elias pouvait la voir trembler. Il ne savait pas si c'était à cause du froid,
de l'épuisement ou de sa détermination. La partie pragmatique de lui-même, celle qui avait survécu seule à 15 hivers, savait qu'elle ne pourrait jamais descendre la montagne dans l'obscurité. Le sentier était déjà assez dangereux en plein jour. Et au fond de lui, enfoui là où il essayait de ne pas regarder, se trouvait le souvenir d'une autre femme debout dans la neige, enceinte, riant en lui lançant des boules de neige tandis que leur fils titubait entre eux sur ses jambes chancelantes. « Entrez », dit-il d'un ton bourru en se détournant. « La chambre du Lianto est équipée d'un poêle. Vous allez mourir de froid ici dehors. » Il l'entendit ramasser l'un de ses sacs, lentement et avec précaution. Lorsqu'il se retourna, elle luttait avec le poids, une main soutenant son ventre, tandis que l'autre agrippait la poignée. Sans un mot, il descendit et lui prit le sac, puis attrapa également la malle. Elle le suivit dans la cabane, et il remarqua qu'elle s'était arrêtée sur le seuil, observant l'intérieur spartiate, la table solitaire avec ses 2 chaises, l'espace exigu qui n'avait abrité que lui pendant tant d'années. « Par ici, dit-il en la conduisant vers la pièce attenante. Elle était petite mais propre, avec un lit étroit, un poêle fumant et quelques crochets au mur pour suspendre les vêtements. Vous prendrez vos repas dans la pièce principale. Les toilettes sont derrière. Il y a un chemin. » Elle acquiesça et posa le petit sac qu'elle portait encore. « Merci, Monsieur Turner, » marmonna-t-il en reculant déjà vers la porte. « Le dîner est servi au coucher du soleil. Vous l'avez manqué aujourd'hui, mais il y a du pain et de la viande froide sur l'étagère. Servez-vous. »« Je peux cuisiner demain, » proposa-t-elle rapidement. « C'est pour ça que je suis ici. Je suis une bonne cuisinière, Monsieur Turner. »« Vous ne le regretterez pas. On verra. » Il l'interrompit, puis s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-il arrivé à votre mari? » Quelque chose changea dans son visage, un repli qu'il reconnut. « Il est mort, » dit-elle simplement. « Il y a 6 mois. 6 mois, et elle était suffisamment avancée pour que l'enfant ait été conçu. Il fit le calcul et sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Une veuve portant l'enfant de son mari décédé, seule au monde et suffisamment désespérée pour répondre à une annonce d'emploi au milieu de nulle part. « Reposez-vous, » dit-il d'un ton bourru. « Le travail commence tôt ici. » Il ferma la porte entre eux, la laissant s'installer, et se dirigea vers sa chaise près du feu. Les flammes crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, le vent se levait, sifflant à travers les sommets avec un son semblable à un deuil. Elias Turner était assis seul dans sa cabane qui n'était plus tout à fait vide, et se demandait ce qu'il venait de faire au nom de Dieu. Le matin arriva tôt et froid. Le givre dessinait des motifs élaborés sur les fenêtres de la cabane. Elias était déjà debout depuis 1 heure, attisant le feu et se préparant pour la journée de travail. Il se déplaçait silencieusement par habitude, mais il se surprit à écouter les bruits provenant de la pièce attenante. Rien. La femme était soit encore endormie, soit allongée en silence, éveillée. Il posa la cafetière sur la cuisinière et était en train de couper du bacon lorsque la porte s'ouvrit. Clara Hartley se tenait là, vêtue d'une robe marron simple et d'un tablier, les cheveux déjà soigneusement relevés malgré l'heure matinale. Les cernes sous ses yeux témoignaient d'une nuit agitée. Mais elle se déplaçait avec détermination. « Je vais m'en occuper, » dit-elle en s'approchant de la cuisinière. « Le café est presque prêt, » répondit-il sans s'écarter. « Le bacon va dans la poêle quand elle est assez chaude pour crachoter. Je sais comment cuire le bacon, Monsieur Turner. » Il n'y avait aucune agressivité dans ses mots, juste une constatation factuelle. Il l'observa un instant, puis recula et lui tendit le couteau. Elle prit sa place devant la cuisinière avec une économie de mouvement qui trahissait une longue pratique. Malgré son état, elle travailla efficacement, coupant le reste du bacon, le mettant à frire dans la poêle en fonte, puis attrapant le panier à œufs sans qu'on lui dise où il se trouvait. « Combien d'œufs » demanda-t-elle. « 3, répondit-il après une pause. « 4, tu dois manger. » Elle acquiesça, cassant les œufs d'une seule main dans un bol tout en gardant un œil sur le bacon. Il remarqua qu'elle tenait son autre main contre le bas de son dos, un geste dont il se souvenait. Ils mangèrent en silence, assis face à la table qui n'avait connu qu'un seul couvert pendant 15 ans. Clara mangeait régulièrement mais lentement, comme si chaque bouchée nécessitait réflexion. Lorsqu'elle eut terminé, elle commença immédiatement à débarrasser la table. « J'ai besoin de connaître votre routine, » dit-elle en faisant couler de l'eau dans le lavabo.
À quelle heure préférez-vous manger? Quels sont vos plats préférés? Y a-t-il des particularités concernant le ménage? Je mange au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Je ne suis pas difficile en matière de nourriture. Tout ce qui permet à un homme de tenir le coup. Il enfila son manteau. Il y a un marchand de légumes derrière la maison, un fumoir aussi. Il faut nourrir les poules dans le poulailler. Ramasser les œufs, il y a 2 chèvres laitières dans la grange. Elle acquiesça, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Y a-t-il du linge à laver? Je m'occupe de mon linge, je vois. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers lui. Et que voulez-vous que je fasse entre les repas? Monsieur Turner, je suis ici pour travailler. Il la regarda. Cette petite femme au ventre gonflé et aux yeux fatigués, debout dans sa cuisine, le dos droit, comme si elle ne portait pas un fardeau qui aurait envoyé la plupart des femmes au lit. Faites ce qu'il y a à faire, dit-il finalement. Mais n'en faites pas trop. Quelque chose brillait dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou du soulagement. Je n'en ferai rien. Il partit alors, s'échappant vers le monde familier des tâches extérieures. Il fallait s'occuper des animaux. Il fallait fendre du bois. Les tâches sans fin qui remplissaient les journées d'un homme dans les montagnes, mais il se retrouva à travailler plus près de la cabane que d'habitude, tendant l'oreille pourquoi. Des signes de détresse? Le bruit de la vaisselle qui se brise? Il ne savait pas. Au lieu de cela, il entendit un chant doux, presque inaudible, une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, portée par l'air raréfié de la montagne. Il s'arrêta de fendre du bois, la hache levée, écoutant malgré lui. La chanson s'arrêta brusquement, comme si elle s'était reprise, et le silence qui suivit sembla plus lourd d'une certaine manière. Lorsqu'il rentra pour le repas de midi, la cabane avait été transformée. Pas de façon spectaculaire. Ses quelques possessions étaient restées à leur place, mais les surfaces étaient propres. Les fenêtres avaient été débarrassées de leurs couches de fumée et de poussière, et toute la pièce sentait le savon et autre chose. Du pain frais. Clara sortait une miche du four. Son visage était rouge à cause de la chaleur. « J'espère que ça ne te dérange pas, dit-elle sans se retourner. J'ai remarqué que tu avais de la farine et du levain. Ça semblait du gâchis de ne pas les utiliser. Le pain était parfait, doré, croustillant et fumant lorsqu'elle le coupa. Elle le servit avec un ragoût épais à base de viande séchée et de légumes et racines, dont il avait même oublié l'existence. Ils mangèrent dans le même silence que lors du petit déjeuner, mais l'atmosphère semblait différente, moins tendue. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-il finalement. Elle leva les yeux, semblant surprise par la question. « Ma mère, surtout, puis plus tard. » Elle marqua une pause, sa main se posant inconsciemment sur son ventre. « Je m'occupais de la maison de la famille du pasteur en ville avant de me marier. » Quelle ville? Lawrence, au Kansas. Il connaissait Lawrence. Il en avait entendu parler. Un endroit difficile. Oui, ce simple mot avait beaucoup de poids. Ils terminèrent le repas sans échanger d'autres paroles. Elle commença à débarrasser la table, et cette fois, il l'aida en portant ses propres assiettes jusqu'à l'évier. Leurs mains se frôlèrent lorsqu'elle les lui prit des mains, et elle recula comme si elle s'était brûlée. « Je peux me débrouiller, dit-elle rapidement. Il se retira vers sa chaise près du feu, sortant son couteau et un morceau de bois qu'il avait taillé. C'était censé être un cerf, mais pour l'instant, cela ressemblait davantage à un chien difforme. Il s'y attela tandis qu'elle s'affairait dans la cabane, conscient de sa présence d'une manière qui rendait ses mains maladroites. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, il remarqua que ses mouvements devenaient plus lents, qu'elle posait plus souvent la main sur son dos lorsqu'elle cherchait quelque chose sur une étagère en hauteur et qu'elle vacillait légèrement. Il se leva avant même d'y réfléchir. « Asseyez-vous » ordonna-t-il en la guidant vers l'autre chaise près du feu. « Je vais bien » protesta-t-elle, mais elle s'enfonça dans la chaise avec un soulagement évident. « Quand est-ce que tu accouches » La question sortit plus brutalement qu'il ne l'avait prévu. Elle rougit légèrement. « Dans 2 mois, peut-être un peu plus. C'est difficile à savoir exactement. 2 mois en plein hiver. La sage-femme la plus proche était à Silver Creek. Une journée de voyage par beau temps. Impossible si la neige tombait abondamment. « Tu as de l'expérience en matière d'accouchement ?» demanda-t-elle doucement, lisant dans ses pensées. « Du bétail? Des chevaux ?» Il marqua une pause. « Une fois, il y a longtemps, il ne termina pas. Il ne pouvait pas,
Mais elle sembla comprendre et acquiesça lentement. Je m'en sortirai, dit-elle, reprenant ses mots précédents. Des femmes ont accouché dans des conditions plus difficiles que celle-ci. Pas seule. Je ne suis pas seule. Elle le regarda droit dans les yeux. Et moi, Monsieur Turner? Il détourna le regard le premier, mal à l'aise face à ce qu'il voyait dans son regard. De la confiance peut-être, ou de l'espoir. Deux choses qu'il avait oublié comment gérer. Le repas du soir fut plus simple. Du pain de maïs et des haricots, suivis de conserves de pêche. Elle mangea davantage cette fois-ci. Il remarqua que la tension dans ses épaules s'était quelque peu relâchée. Une fois la vaisselle faite et le feu éteint pour la nuit, elle s'arrêta à la porte de sa chambre. « Merci, dit-elle doucement. De me laisser rester, grogna-t-il, ne se faisant pas confiance pour parler. Après son départ, il s'assit près du feu mourant et essaya de ne pas penser à une autre femme, à une autre époque, à un autre enfant en route. Il échoua, comme toujours. Mais ce soir-là, les souvenirs semblaient plus doux, flous comme une vieille photo. Il était en train d'éteindre le feu lorsqu'il le remarqua. Son manteau de rechange, celui dont la poche déchirée qu'il avait l'intention de raccommoder, était suspendu à son crochet. La poche avait été réparée avec de petits points soignés, si minutieux qu'ils étaient presque invisibles. Une si petite chose. Une poche raccommodée sans demander, sans fanfare, juste quelque chose qui devait être fait. C'était fait. Elias Turner se tenait dans sa cabane qui sentait le pain et le savon, avec le parfum léger d'une autre personne, et il sentit la première fissure dans les murs qu'il avait construits depuis 15 ans. Le lendemain matin, la neige tomba, de gros flocons qui tombaient régulièrement et abondamment. Clara était levée avant lui. Le café était déjà en train de couler quand il sortit du grenier. Il remarqua qu'elle bougeait avec plus de précaution aujourd'hui, mais avec la même efficacité tranquille. « Je vais devoir aller chercher plus de bois, » dit-il pendant le petit déjeuner. « Une tempête approche, acquiesça-t-elle. Je vais t'aider. Tu ne feras rien de tel, je peux porter les petits morceaux. » Non. Ils se regardèrent fixement par-dessus la table, deux âmes obstinées testant leurs limites. Finalement, elle détourna le regard. « Alors je vais préparer le repas de midi plus tôt pour que tu puisses manger chaud quand tu rentreras. » C'était une sorte de compromis. Il passa la matinée à transporter du bois, l'empilant haut contre les murs de la cabane tandis que la neige continuait de tomber, et il rentra à moitié gelé et couvert de blanc. Elle lui avait préparé une soupe chaude et une serviette réchauffée près du feu. « Tes vêtements sont trempés, fit-elle remarquer. Ils sécheront plus vite si tu te changes d'abord. » Elle se dirigea vers le poêle, lui tournant délibérément le dos. « Je ne regarderai pas. » Il se changea rapidement, suspendant ses vêtements mouillés près du feu, mal à l'aise de sentir sa présence, même si elle lui tournait le dos. Lorsqu'il eut terminé, elle lui tendit la soupe sans un mot, même s'il crut percevoir un léger sourire. Ce soir-là, alors que la tempête faisait rage dehors, elle le demanda. « Avez-vous des livres? » Il désigna l'étagère. « Servez-vous. » Elle choisit un recueil de poésie entre tous les livres. Wordsworth. Il l'observa du coin de l'œil tandis qu'elle s'installait avec précaution dans le fauteuil en face de lui. Le livre était posé en équilibre, sur ce qui restait de ses genoux. La lumière du feu se reflétait dans ses cheveux foncés, faisant ressortir des mèches auburn qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Ils restèrent assis dans un silence complice. Les seuls bruits étaient ceux du feu qui crépitait et du vent qui hurlait dehors. Parfois, elle bougeait, essayant de trouver une position confortable, et il faisait semblant de ne pas le remarquer. Elle finit par s'assoupir, le livre glissant de ses doigts. Il le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, marqua la page avec un morceau de cuir avant de le poser sur la table. Elle se réveilla en sursaut. « Je suis désolé. Il est tard, » dit-il d'une voix bourrue. « Reposez-vous. » Elle se leva prudemment, une main sur la chaise pour garder l'équilibre jusqu'à la porte. Elle s'arrêta à nouveau, se retournant vers lui. « Bonne nuit, Monsieur Turner. »« Elias. » Il s'entendit dire. « Je m'appelle Elias. » Elle sourit alors, un vrai sourire qui transforma son visage fatigué. « Bonne nuit, Elias. Je m'appelle Clara. » Après son départ, il s'assit seul près du feu, taillant son cerf difforme et essayant de ne pas penser à la façon dont son nom sonnait dans sa voix. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la montagne d'un manteau blanc, les enfermant ensemble dans ce petit espace chaleureux, à l'abri du monde froid qui les entourait.
Pour la première fois en 15 ans, le silence ne lui semblait pas si pesant. La neige avait cessé de tomber au bout de 3 semaines, laissant le monde extérieur enveloppé d'un blanc immaculé. À l'intérieur de la cabane, une routine s'était installée, tacite mais comprise. Clara se levait tôt pour préparer le petit déjeuner. E.S. s'occupait des animaux. Ils mangeaient ensemble dans un silence confortable, et les jours passaient au rythme des montagnes elles-mêmes. C'est un matin comme celui-là, où l'air était si froid qu'il faisait mal de respirer, qu'Elias l'entendit. Il était entré discrètement, ne voulant pas réveiller Clara si elle dormait tard. Le bébé avait été agité la nuit précédente. Il le savait à la fréquence à laquelle elle s'était retournée et avait bougé. Mais alors qu'il se tenait près de la porte, secouant la neige de ses bottes, les sons lui parvinrent, un pleur doux, étouffé, comme si elle pressait son visage contre un oreiller pour étouffer le son. Il resta figé, une botte enfilée, l'autre non. Les pleurs continuaient, ponctués de halètements qui trahissaient un profond chagrin, le genre qui vous prend par surprise alors que vous pensiez avoir appris à vivre avec. Elias connaissait ce genre de pleurs. Il en avait fait l'expérience pendant les premiers mois, après son instinct était de reculer pour retourner à la grange et faire semblant de n'avoir rien entendu. La laisser avoir son intimité, sa douleur. Au lieu de cela, il se retrouva à se diriger vers la cuisinière, remplissant tranquillement la bouilloire. Il travailla en silence, préparant du thé avec la camomille séchée qu'elle avait trouvée dans ses réserves et qu'elle avait soigneusement rangée. Quand il fut prêt, il versa une tasse et y ajouta une précieuse cuillerée de miel provenant de sa petite réserve. Il ne frappa pas à sa porte, se contentant de poser la tasse sur le sol à l'extérieur, avec 2 des biscuits qui restaient du dîner de la veille. Puis il ajouta du bois aux 2 feux, s'assurant que la cabane resterait chaude, et retourna à la grange. Quand il revint 1 heure plus tard, la masse avait disparu. Clara était devant le poêle, le visage impassible, même si ses yeux étaient encore rougis. Elle ne fit aucune allusion au thé, et lui non plus. Mais ce soir-là, sa chemise préférée, celle dont il avait l'intention de raccommoder les poignets effilochés, apparut sur sa chaise, réparée avec les mêmes petits points minutieux que la poche du manteau. 3 nuits plus tard, cela se reproduisit. Cette fois, Ias était assis près du feu, incapable de dormir. Le bruit était plus faible, mais dans l'air calme de la nuit, il portait loin. Il se leva, répéta son rituel avec une tasse de thé, mais cette fois-ci, il s'attarda devant sa porte. « Clara ?» Sa voix était rauque à force de ne pas être utilisée. « Tout va bien ?» Les pleurs cessèrent brusquement. Pendant un long moment, il y eut un silence. Puis, un bruit si faible qu'il faillit ne pas l'entendre. « Je suis désolé, je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillé. » Il appuya sa paume contre la porte, se souvenant d'une autre porte, d'une autre femme qui pleurait de l'autre côté, et de la façon dont il avait été trop absorbé par son propre chagrin pour la réconforter. « Tu veux parler ?» Une autre longue silence, puis la porte s'ouvrit légèrement. Clara se tenait là, vêtue d'une chemise de nuit et d'un châle, les cheveux tressés en une longue natte, plus jeune et plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vue, la main posée protectrice sur son ventre. « Je rêve parfois de lui, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mon mari, Daniel, je rêve qu'il est toujours en vie, que rien de tout cela n'est arrivé. Puis je me réveille et je me souviens. » Elias acquiesça lentement. Comment est-il mort? Elle le dépassa pour se rendre dans la pièce principale, s'installant prudemment dans le fauteuil près du feu. Il ajouta une autre bûche, puis prit place à son tour, attendant. Il était imprimeur, commença-t-elle en fixant les flammes. Il avait sa propre petite imprimerie à Lawrence. Il croyait en certaines choses, en la justice, en la vérité, et disait que c'était le devoir d'un imprimeur de diffuser les deux. Un sourire amer effleura ses lèvres. Il imprimait des tracts sur les compagnies ferroviaires, sur la façon dont elles volaient les terres des fermiers, les chassant avec de faux titres de propriété et des hommes de main. Elias savait où cela allait mener. Il l'avait vu se produire dans trop de villes frontalières. Les cheminots sont venus une nuit, lui ont dit qu'il devait cesser d'imprimer ses mensonges ou il le ferait taire pour de bon. Daniel, sa voix se brisa. Daniel leur a dit que la vérité n'était pas un mensonge. Ils l'ont battu dans notre boutique, ont cassé ses presses, brûlé ses papiers. Le shérif l'a arrêté pour trouble à l'ordre public. Vous imaginez? Ils l'ont battu à mort et c'est lui qui a été arrêté.
Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Il est mort dans sa cellule 3 jours plus tard. Le médecin a dit qu'il avait des blessures internes, mais il n'a pas voulu le mettre par écrit. J'ai essayé d'obtenir justice, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui m'écoute, mais le juge était à la solde de la compagnie ferroviaire. Toute la ville m'a fait comprendre que je devais partir. Ils me l'ont fait comprendre très clairement. Vous avez donc répondu à une annonce pour un poste de cuisinier dans les montagnes du Colorado. Elle l'a alors regardé, les yeux brillants de larmes contenues. Je n'avais nulle part où aller. Ma famille m'a renié quand j'ai épousé Daniel. Il n'était pas de mon rang. Il disait que toute sa famille était restée dans l'Est et qu'un bébé était en route. Elle haussa les épaules, dans un geste d'impuissance si profonde qu'il en eut le cœur serré. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le feu crépitant entre eux. Finalement, Elliot prit la parole. Mon fils avait 8 ans. Les mots sortaient difficilement, comme si on arrachait des éclats de bois anciens. Samuel, un garçon fort et intelligent, avait les yeux de sa mère et sa capacité à trouver de la joie dans tout. La fièvre est arrivée en 67. Elle a emporté la moitié de la vallée. Nous pensions être en sécurité ici, loin de la ville. Nous avions tort. Il fixait le feu, voyant des visages dans les flammes. Il est parti le premier. 3 jours de fièvre brûlante pendant lesquels nous avons tout essayé. Des bains froids, du thé d'écorce de sol, des prières auxquelles je ne croyais même pas. Rien n'y faisait. Mary. Elle l'a tenu dans ses bras pendant qu'il mourait. Elle ne l'a pas lâché, même après. Il a fallu le lui arracher des bras pour l'enterrer. Clara a poussé un petit gémissement de compassion. Mais il ne pouvait pas la regarder. Elle l'a suivie une semaine plus tard. La même fièvre, mais je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas lutter. Elle ne voulait pas rester dans un monde sans lui. Sa voix s'est rauque. Je les ai enterrés ensemble sur la crête où poussent les fleurs sauvages au printemps. Puis je suis revenu ici et j'ai arrêté. J'ai arrêté de vivre, d'essayer, de me soucier de quoi que ce soit d'autre que de survivre un jour de plus. 15 ans à simplement m'arrêter. Le silence s'est étendu entre eux. Mais c'était différent maintenant. Ce n'était pas le silence prudent d'étrangers, mais le silence partagé de 2 personnes qui comprenaient que certaines douleurs étaient trop profondes pour être exprimées par des mots. Je parlais parfois à Daniel, admit Clara doucement. Je lui parlais du bébé qui bougeait, des montagnes, de toi. Est-ce idiot? Pas plus idiot qu'un homme qui continue parfois à mettre 2 assiettes sur la table sans y penser. Elle tendit alors la main, sa petite main recouvrant la sienne posée sur l'accoudoir de son fauteuil. Son contact était chaud, vivante, un rappel que tout dans le monde n'était pas que souvenirs et fantômes. Nous formons un couple, n'est-ce pas? Dit-elle avec un sourire triste. 2 personnes brisées qui se cachent dans les montagnes. Peut-être que les personnes brisées peuvent s'aider mutuellement à guérir, dit-il, ses mots le surprenant autant qu'elle. Elle lui serra doucement la main avant de la retirer. Peut-être. Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que le feu s'éteigne, sans parler, sans en avoir besoin. Lorsque Clara se leva enfin pour retourner dans sa chambre, elle s'arrêta. « Merci, hélas, pour le thé, pour m'avoir écouté, pour m'avoir comprise. » Il acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Après son départ, il resta près du feu mourant, sentant quelque chose changer en lui, comme de la glace qui commence à fondre. Pour la première fois en 15 ans, il avait prononcé leur nom à voix haute. Samuel, Mary. Ces mots lui avaient fait mal. Oui, mais ils lui avaient aussi donné l'impression de libérer un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Le lendemain matin, Clara posa un petit vase sur la table. En réalité, il s'agissait simplement d'un bocal rempli d'herbes séchées et de baies d'hiver qu'elle avait dû cueillir. C'était un objet si simple, mais il transformait toute la pièce d'une certaine manière. Il la faisait ressembler à un endroit où les gens vivaient plutôt qu'ils ne faisaient que coexister. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-elle soudainement, incertaine. « Je trouve ça joli, » répondit-il d'un ton bourru. Mary faisait la même chose. Elle disait qu'une table sans rien dessus n'était qu'un morceau de bois. Clara sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, le sourire atteignit ses yeux. Cet après-midi-là, pendant qu'elle se reposait, elle se fatiguait plus facilement maintenant que son heure approchait. Elias grimpa jusqu'à la crête. La neige était épaisse, la marche difficile, mais il devait faire ce voyage. Les tombes étaient recouvertes de blanc, les simples croix de bois qu'il avait sculptées étaient à peine visibles.
Il les nettoya avec soin. J'ai de la compagnie à la cabane. Il dit au silence. Une femme, Clara, elle traverse une période difficile. Elle a perdu son mari comme tu m'as perdu. Je suppose que c'est la seule à avoir un bébé en route. Le vent soufflait dans les pins et il pouvait presque imaginer que c'était la voix de Mary qui lui disait que tout allait bien, que c'était le moment. J'ai été gelée, Mary. Gelée depuis que tu es partie, mais elle me réchauffe petit à petit. Ça te va? Il n'obtint pas de réponse, mais le vent se calma et un rayon de soleil perça les nuages, réchauffant son visage. Il prit cela comme un signe. Quand il retourna à la cabane, Clara avait préparé le souper, un ragoût de chevreuil et du pain frais, et l'odeur de la maison emplissait l'air. Elle leva les yeux quand il entra et quelque chose dans son visage dut la toucher, car elle lui adressa son doux sourire. « Va te laver les mains, dit-elle simplement. Le repas refroidi. Il s'exécuta, et tandis qu'ils mangeaient ensemble dans la chaleur de la cabane, Elias ressentit une sensation étrange. Ce n'était pas exactement du bonheur. Il n'était pas sûr de se souvenir de ce que cela faisait, mais c'était quelque chose qui s'en rapprochait. Peut-être quelque chose comme la possibilité du bonheur, scintillant au loin comme le printemps entrevoyant à travers la neige hivernale. Dehors, la nuit tombait sur les montagnes, profonde, froide et pleine d'étoiles. Mais à l'intérieur, dans le cercle de lumière du feu, deux âmes blessées étaient assises ensemble, partageant leur repas et leur silence, et les prémices hésitantes de quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Pas encore, mais bientôt, peut-être. Lorsque le dégel fut terminé, le traître arriva début décembre. Les roues de son chariot creusaient de profondes ornières dans la neige. Il s'appelait Josiah Briggs, un homme qui gagnait sa vie en apportant des provisions aux fermes isolées disséminées dans les montagnes. Elias traitait avec lui depuis des années. C'était un type assez honnête, mais il avait tendance à colporter des ragots. « Vous avez votre commande habituelle ?» demanda Briggs en voyant Elias s'approcher. « Plus un peu de farine et de haricots en plus. Avec les fortes chutes de neige qui s'annoncent, j'ai pensé que vous voudriez faire des réserves. » Elias acquiesça et commença à décharger les provisions. À travers la fenêtre de la cabane, il pouvait voir Clara qui observait, restant à l'intérieur comme ils en avaient convenu. Inutile de susciter des questions, mais Briggs avait l'œil vif. « De la fumée sort régulièrement de ta cheminée, fit-il remarquer, et je sens l'odeur du pain frais, à moins que je ne me trompe. Tu as enfin appris à faire du pain, Turner. On apprend ce dont on a besoin, répondit Elias sèchement. Briggs sourit, dévoilant des dents tachées par le tabac. Ou peut-être qu'un homme a de l'aide. J'ai entendu dire à Silver Creek qu'une femme était venue dans la montagne il y a quelques semaines, une veuve du Kansas. Elias continua à décharger, sans rien dire. Clara Hartley, disait-il. Briggs baissa la voix d'un air complice. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait quitté le Kansas précipitamment. Des problèmes avec la justice. Peut-être que son mari était un de ces agitateurs qui semaient le trouble avec le chemin de fer. On se demande quel genre de femme c'est. Ça suffit. La voix d'Elias était calme, mais elle avait un ton qui fit reculer Briggs. Tu tiendras un langage correct quand tu parles de quelqu'un sous mon toit. Briggs leva les mains en signe d'apaisement. Sans vouloir t'offenser, Turner, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Un homme a le droit de savoir qui il héberge. Un homme a le droit de s'occuper de ses affaires. Elias souleva le dernier sac de farine. Combien je vous dois? Ils conclurent la transaction dans un silence tendu. Alors que Briggs s'apprêtait à partir, il ne put s'empêcher de faire une dernière remarque. Faites attention, Turner. Une femme comme ça, avec son passé, pourrait vous attirer des ennuis. Elias regarda le traître disparaître sur le sentier. Un malaise s'installa dans son estomac comme une pierre. Il savait à quelle vitesse les rumeurs se propageaient dans ces communautés isolées. Comment un mot chuchoté pouvait devenir une vérité évidente après avoir été répété 3 fois. Lorsqu'il entra dans la cabane, Clara pétrissait la pâte. Ses mouvements étaient vifs et agités. « J'ai entendu », dit-elle sans lever les yeux. Sa voix porte loin. Briggs est un imbécile qui répandra ses ragots dans toutes les fermes entre ici et Silver Creek. Elle frappa la pâte plus fort que nécessaire. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'y attendre. Une femme ne peut échapper à son passé, même dans les montagnes. Clara, ils vont me faire passer pour une criminelle, n'est-ce pas? Ou pire, pour une fautrice de trouble qui a causé la mort de son mari avec ses idées farfelues. Sa voix se brisa.
Comme si je ne m'étais pas demandé 1000 fois si j'aurais pu l'arrêter, si j'aurais pu en faire assez. Elias s'approcha de la table et immobilisa ses mains couvertes de fleurs avec les siennes. Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à ton mari. Et tu n'es pas responsable de ce que des gens bornés choisissent de croire. Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. Tu ne comprends pas. Au Kansas, après la mort de Daniel, ils ont dit que j'étais une femme facile, que je l'avais poussée à bout avec mes exigences, que j'avais... Elle retira ses mains et les enroula autour de son ventre. Ils ont dit que je ne savais même pas de qui était l'enfant que je portais. La cruauté de ses propos frappa Elias comme un coup physique. « Clara, je sais que c'est l'enfant de Daniel, » dit-elle avec férocité. « Je le sais. Nous avons été mariés 3 ans, fidèles l'un à l'autre chaque jour. Mais ils ont donné l'impression que c'était tellement, tellement sale qu'ils m'ont fait me sentir sale. » Sans réfléchir, il l'attira contre lui, ses bras enveloppant délicatement son corps tremblant. Elle se raidit un instant, puis s'effondra contre sa poitrine, sanglotant comme elle ne l'avait même pas fait pendant ces longues nuits où elle pensait qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Tu n'es pas sale, » dit-il d'une voix rauque. « Tu n'es rien de ce qu'ils ont dit. Tu es une femme bien qui aimait son mari et qui s'est retrouvée prise dans des circonstances indépendantes de sa volonté. Quiconque dira le contraire devra m'en répondre. » Elle pleura encore plus fort, ses larmes imprégnant sa chemise. Il la serra contre lui tapotant maladroitement le dos d'une main, se souvenant comment Mary se blottissait contre lui exactement de la même manière. Une femme différente, un chagrin différent, mais le besoin de réconfort était le même. Lorsque ses sanglots se calmèrent enfin, elle s'écarta, embarrassée. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Tu n'as pas à t'excuser. » Il lui tendit son mouchoir. « Briggs ne dira rien d'autre. Je m'en assurerai. Tu ne peux pas te battre contre le monde entier pour moi. » Elias, observe-moi. La semaine suivante, Elias se rendit à Silver Creek. Il dit à Clara qu'il avait besoin de provisions, mais ils connaissaient tous deux la véritable raison. La ville était en effervescence avec les préparatifs de Noël, les gens se dépêchant de vaquer à leurs occupations dans le froid. Plusieurs regards le suivirent, tandis qu'il se dirigeait vers le magasin général. Morton était derrière le comptoir, et son expression devint méfiante à l'approche d'Elias. « Turner, je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. J'ai besoin de quelques articles. » Elias passa sa commande, puis ajouta avec désinvolture. « J'ai entendu dire que Briggs racontait des histoires sur ma famille. » Morton se tortilla, mal à l'aise. « Tu sais comment est Josiah. Il aime parler. Il devrait apprendre à se taire. » Elias s'appuya contre le comptoir. « Madame Hartley est une veuve respectable, sous ma protection. Son mari est mort en servant la vérité, et elle porte son enfant. Quiconque suggère le contraire est un menteur et un lâche. » Le magasin était devenu silencieux. Les autres clients écoutaient tout en faisant semblant de ne pas le faire. Turner Morton commença à parler, mais Elias l'interrompit. « Je vis sur cette montagne depuis 15 ans sans déranger personne. J'ai l'intention d'y vivre encore 15 ans de la même manière. Mais si j'entends encore un seul mot calomnieux à propos de Madame Hartley, je le prendrai personnellement. Très personnellement. Un homme peut causer beaucoup d'ennuis aux gens qui dépendent du commerce dans les montagnes s'il en a envie. » La menace était implicite mais claire. Elias contrôlait l'un des meilleurs cols à travers les montagnes. Il avait guidé bon nombre de ses convois de marchandises à travers des conditions météorologiques difficiles. Sa bonne volonté était précieuse. Morton acquiesça rapidement. « Je ne voulais pas vous offenser. Je vais en parler à Josiah. Faites donc cela. » Elias termina ses achats et partit, mais pas avant de s'être arrêté dans plusieurs autres établissements pour faire passer le même message. Lorsqu'il arriva à la petite église à la lisière de la ville, la nouvelle s'était déjà répandue. Le pasteur, un jeune homme nommé Reverend Davis, l'accueillit à la porte. « Monsieur Turner, j'ai entendu dire que vous aviez accueilli la veuve Hartley. » « En effet, c'est un acte chrétien, monsieur. Une femme dans sa situation a besoin de protection et de soins. » La voix du révérend était soigneusement neutre, même si certains pourraient remettre en question le bien-fondé de cet arrangement. Il n'y a rien de répréhensible à ce qu'une femme fasse la cuisine et s'occupe de la maison en échange du gîte et du couvert. Bien sûr que non. Mais il faut préserver sa réputation. Sa réputation m'importe, révérend.
tout comme sa sécurité et celle de son enfant. Quiconque remettra en cause l'une ou l'autre, je serai prêt à les défendre toutes les deux. Le révérend l'observa longuement. Vous êtes un homme bon, Monsieur Turner, meilleur que vous ne le laissez paraître. Je veillerai à ce que la congrégation comprenne que Madame Hartley est sous la protection de Dieu. Elias acquiesça brièvement et partit. Le trajet du retour fut long et froid, mais il ressentait une sombre satisfaction. Les ragots ne cesseraient pas complètement. Cela n'arrivait jamais dans les petites communautés en manque de divertissement. Mais il serait désormais plus prudent, plus circonspect. Lorsqu'il arriva à la cabane, Clara l'attendait sous le porche malgré le froid, émitouflée dans des châles. « Je m'inquiétais, dit-elle simplement. « Inutile, répondit-il en descendant de cheval et en lui tendant un petit paquet. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle l'ouvrit avec précaution, révélant plusieurs pelotes de laine douce bleue et jaune. « Oh, Elias, j'ai pensé que tu voudrais peut-être faire des choses pour le bébé. » Il s'occupa du cheval sans la regarder. Mary disait toujours que les bébés avaient besoin de choses douces. Merci. Sa voix était chargée d'émotion. Pour la laine, pour être allé en ville, pour m'avoir défendu. Ce n'est rien. C'est tout. Elle lui toucha légèrement le bras. Entre. Le souper est prêt et tu dois être gelé. Ce soir-là, tandis que Clara tricotait près du feu, ses doigts transformant la laine en ce qui ressemblait à un petit bonnet, Elias sentit que tout était parfait. C'était ainsi qu'un foyer devait être. Une lumière chaleureuse, un travail utile, une compagnie qui ne nécessitait pas de mots constants. « Je veux que tu saches, dit soudain Clara sans lever les yeux de son tricot, que je ne ferai jamais rien qui puisse faire honte à ta famille. Les ragots me dérangent plus pour toi que pour moi. Les ragots n'ont pas d'importance, si ils en ont. Tu t'es construit une vie ici, une réputation. Je ne veux pas y porter atteinte. » Elias mit de côté le harnais qu'il était en train de réparer. « Clara, regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui. J'avais la réputation d'être un ermite qui préférait mourir plutôt que de parler à un homme. Si cela a changé parce que j'ai fait preuve d'une décence humaine élémentaire envers une femme dans le besoin, alors cela devait changer. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Tu as redonné vie à cette cabane. Ne t'excuse pas pour cela. » Elle sourit alors doucement et avec émerveillement. « Tu n'es pas l'homme dur que tu prétends être, Elias Turner. » « Ne répète pas ça autour de toi, dit-il d'un ton bourru. Mais il luttait lui-même pour ne pas sourire. Ils se remirent au travail. Le cliquetis de ses aiguilles et le murmure du cuir entre ses mains créaient un rythme apaisant. Dehors, le vent hurlait, annonçant de nouvelles chutes de neige. Mais à l'intérieur de leur petit cercle de lumière, tout allait bien. Plus tard dans la semaine, un autre visiteur arriva, le révérend Davis en personne, qui avait fait le difficile voyage pour offrir ses services. « Je voulais prendre de vos nouvelles, » dit-il en acceptant avec gratitude le café que Clara lui offrait. « Et vous dire, Madame Hartley, que vous êtes la bienvenue à l'Église, si le temps et votre état vous le permettent. » Clara écarquilla les yeux de surprise. « C'est très gentil, révérend. La charité chrétienne ne se résume pas à des mots. »« Madame, ce sont des actes, monsieur. Turner nous a rappelé cette réalité à certains d'entre nous. Ils parlèrent en un moment de choses sans importance. Le temps, la période de Noël qui approchait, les nouvelles de la ville. Avant de partir, le révérend bénit leur maison et l'enfant à venir. Clara pleura silencieusement pendant toute la cérémonie et même Elias sentit son cœur s'alléger. Après le départ du révérend, Clara se tourna vers Elias. « C'est grâce à toi. C'est toi qui l'as fait venir ici. Tu l'as convaincu de m'accepter. J'ai dit ce que je pensais en ville. Le révérend a fait ce que sa conscience lui dictait. Elle l'a observé longuement, puis s'est levée avec précaution et l'a embrassé sur la joue, un baiser rapide et doux qui l'a laissé stupéfait. « Merci », a-t-elle murmuré avant de se retirer dans une pièce avant qu'il n'ait pu répondre. Elias est resté debout dans sa cabane, la main levée sur la joue où ses lèvres l'avaient touché, se sentant comme un homme se réveillant d'un long rêve glacial. Dehors, le vent de la montagne transportait des murmures de scandale et de jugement. Mais à l'intérieur de ces murs, quelque chose de tout à fait différent était en train de naître. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les ragots et tout à voir avec le courage tranquille de deux personnes blessées qui avaient choisi de prendre soin l'une de l'autre malgré le regard du monde. Il entretint soigneusement le feu cette nuit-là, s'assurant que la cabane resterait chaude jusqu'au matin.
En montant dans sa mezzanine, il entendit Clara chanter doucement à son enfant à naître, une berceuse dont il se souvenait depuis longtemps, d'une autre femme. Une autre époque, mais au lieu de douleur, ce souvenir ne lui procura qu'une douce douleur, comme une vieille blessure qui commençait enfin à guérir. Le mois de mars arriva avec vengeance, apportant des tempêtes qui rendirent le monde blanc et sauvage. Le vent hurlait comme un être vivant, faisant vibrer les fenêtres de la cabane et accumulant la neige contre la porte, obligeant Elias à la déblayer chaque matin. Clara se déplaçait désormais lentement, son corps alourdi par l'enfant qui semblait déterminé à arriver par le pire temps possible. Elias avait pris l'habitude de dormir dans la pièce principale, sur un matelas de fortune près du feu. Il se disait que c'était pour entretenir les flammes pendant les nuits froides, mais ils connaissaient tous deux la vérité. Il voulait être près d'elle au cas où elle aurait besoin d'aide. Plus d'une fois, il s'était réveillé en l'entendant bouger sans cesse, incapable de trouver une position confortable. « Ça ne devrait plus tarder, dit-elle un matin, les mains appuyées sur le bas de son dos alors qu'elle essayait de travailler au poêle. « Assieds-toi, lui ordonna-t-il en lui prenant la cafetière des mains. « Je peux m'occuper du petit déjeuner, dit-elle en s'affalant avec gratitude dans le fauteuil. « Je ne suis pas invalide, Elias. »« Non, mais tu es sur le point de mettre un enfant au monde au milieu de nulle part, sans sage-femme. » Il cassa les œufs dans la poêle avec plus de force que nécessaire. « Le moins que tu puisses faire, c'est te reposer quand tu le peux. » Elle le regardait travailler, un petit sourire aux lèvres. « Tu as encore lu ce livre de médecine, » grogna-t-il sans le nier. Il avait trouvé ce vieux volume dans un coffre, l'un de ceux de Mary, conservé par son père qui était médecin dans l'Est. Les chapitres sur l'accouchement étaient désormais usés à force d'être étudiés, même si les mots lui donnaient parfois le vertige, lui rappelant des souvenirs qu'il préférait oublier. « C'est différent chez les humains et chez les animaux, » dit Clara doucement. « Plus compliqué. »« Je le sais, » dit-il en posant une assiette devant elle, remarquant le peu d'espace qui restait entre son ventre et la table. « Mais c'est mieux que de ne rien savoir. » Cet après-midi-là, pendant que Clara faisait la sieste, Elias fit ses préparatifs. Il fit bouillir de l'eau et la mit de côté dans des récipients propres. Il stérilisa son couteau et ses ciseaux à la flamme. Il déchira des draps propres en bande pour les utiliser comme bandage. Il trouva le nécessaire à couture au cas où il faudrait réparer une déchirure. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il travaillait, se souvenant d'une autre naissance. Une autre fois où tout s'était bien passé jusqu'à ce que soudainement, tout a basculé. Le berceau était posé dans un coin, recouvert d'un drap. Il l'avait terminé la semaine précédente, travaillant tard dans la nuit quand le sommeil ne venait pas. Il était simple mais solide, sculpté dans du peigne avec des bords arrondis sans danger pour les petites mains. Il avait même réussi à graver un petit motif sur la tête de lit, un sommet montagneux avec un soleil levant. De l'espoir peut-être, ou simplement un vœu pieux. Quand Clara l'avait vu, elle avait pleuré. « C'est magnifique », avait-elle murmuré en passant ses mains sur le bois lisse. « Le bébé va l'adorer. »« Ce n'est qu'un berceau », avait-il répondu d'un ton bourru, mais ses larmes avaient réchauffé quelque chose au plus profond de lui. À présent, alors qu'une nouvelle tempête se préparait dehors, Elias vérifia une fois de plus ses provisions. Tout était prêt, tout sauf lui. Comment un homme pouvait-il se préparer à mettre un enfant au monde alors qu'il avait vu à quelle vitesse la vie pouvait être emportée? Cette nuit-là, la tempête fit rage. Le vent hurlait autour de la cabane et la neige tombait si drue qu'il ne pouvait plus voir la grange depuis la fenêtre. Clara était assise près du feu, tricotant avec une concentration déterminée, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle s'arrêtait de temps en temps pour respirer et supporter ce qui devait être les premières douleurs. « Parlez-moi de votre enfance, » dit-elle soudainement. « Avant tout cela, comment était-ce » Elias s'installa dans son fauteuil, comprenant son besoin de distraction. « J'ai grandi dans l'Ohio, dans une région agricole. Mon père était un homme sévère. Il croyait au travail acharné et à une discipline encore plus stricte. Ma mère essayait de l'adoucir quand elle le pouvait. Aviez-vous des frères, des sœurs, 2 frères, tous 2 plus âgés? Ils ont hérité de la ferme quand papa est mort. Moi, j'avais la bougeotte. » Il sourit légèrement. « J'ai toujours voulu voir les montagnes. J'avais lu des livres à leur sujet et je ne pouvais imaginer rien de plus grandiose. » Et était-elle le grandiose? Je veux dire, plus grandiose. La première fois que j'ai vu les Rocheuses, j'ai su que je ne retournerais jamais dans l'Est. Il fit une pause.
Mary l'avait compris. Elle était originaire du Missouri, mais elle s'était attachée aux montagnes comme si elle y était née. L'aiguille de Clara s'immobilisa. Parlez-moi d'elle. Pas des moments tristes, mais des moments heureux. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, de se remémorer ses souvenirs sans la douleur qui les accompagnait habituellement. Mais peu à peu, il se surprit à parler du rire de Mary, de son insistance à planter des fleurs, même si la saison de croissance était si courte, de sa façon de chanter pendant qu'elle travaillait. Ses interprétations terriblement fausses le faisaient sourire, tout comme son courage face à l'isolement, sa capacité à trouver de la joie dans les petites choses, un faucon tournoyant au-dessus de leur tête, les premières pousses vertes du printemps. La façon dont la lumière du matin se reflétait dans les cristaux de glace sur les fenêtres. « Elle a l'air merveilleuse, » dit Clara doucement. « Elle l'était, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Tu me rappelles parfois, pas physiquement, mais dans ton esprit. Cette force qui n'a pas besoin de s'afficher. » Clara retint son souffle, soit à cause de ses mots, soit à cause d'une autre douleur. Il ne pouvait pas le dire, mais elle sourit malgré tout. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite depuis longtemps. La tempête s'intensifia au fur et à mesure que la nuit avançait. À minuit, Clara ne pouvait plus cacher ses douleurs. Elle arpentait la petite pièce, s'arrêtant pour s'agripper au dossier d'une chaise lorsque les contractions la frappaient. Elias les chronométrait comme le livre l'avait indiqué, regardant l'horloge avec une inquiétude grandissante. Elle se rapproche. Elle halta après une contraction particulièrement forte, toutes les 4 minutes. Il l'aida à se rendre dans la chambre, où il avait déjà préparé des draps propres. C'est le moment. La peur brillait dans ses yeux. C'était la première fois qu'il voyait une véritable peur chez elle. Et si quelque chose tournait mal? Et si le bébé? Tout va bien se passer. Il lui saisit doucement les épaules. Tu es forte. Le bébé est fort. Et je ne vais pas partir. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Elle acquiesça, rassemblant son courage comme un manteau. Ensemble, les douleurs qui suivirent se confondirent dans un brouillard de douleur et de détermination. Clara accoucha avec la même détermination tranquille qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait, ne criant que lorsque les douleurs devenaient trop fortes pour être supportées en silence. Elias resta à ses côtés, la laissant serrer ses mains jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent, lui essuyant le visage avec des linges frais, lui murmurant des mots d'encouragement lorsqu'elle faiblissait. « Je n'y arrive pas », haleta-t-elle à un moment donné, épuisée et tremblante. « Je n'y arrive pas, si tu y arrives. » Il repoussa ses cheveux humides de son front. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Clara Hartley. Tu as survécu à la perte de ton mari, tu as voyagé seule dans les montagnes, tu t'es installée dans la cabane d'un inconnu. Ce n'est qu'une montagne de plus à gravir. » Elle rit faiblement à travers ses larmes. « Facile à dire pour toi. » « Rien de tout cela n'est facile, admit-il. Mais les choses nécessaires le sont rarement. À l'approche de l'aube, la tempête commença enfin à s'apaiser. Le travail de Clara s'intensifia. Hélas pouvait voir le bébé sortir, exactement comme le décrivait le livre. Ses mains étaient désormais fermes. Toute son attention se concentra sur cet instant, sur cette tâche. Poussez Clara aussi fort que vous le pouvez. Elle poussa avec un cri primitif qui lui hérissa les poils de la nuque, une fois, 2 fois, puis un flot de liquide et de sang, et soudain, une petite forme glissante se retrouva entre ses mains. Pendant un moment angoissant, le bébé resta silencieux, teinté de bleu à la lumière de la lampe. Non, pas encore. Pas cette fois. Elias agit instinctivement, dégageant la bouche et le nez du bébé, comme il l'avait fait avec d'innombrables veaux et faux. Le nourrisson restait inanimé et la panique lui serra la gorge. Puis il se souvint d'un passage du livre. Parfois, ils avaient besoin d'aide pour commencer à respirer. Il retourna le bébé face contre terre, soutenant sa poitrine d'une main, et lui donna une tape ferme entre les omoplates. Rien. Une autre tape, cette fois, et soudain, une toux, un crachat, puis le plus beau son du monde, le cri furieux d'un bébé. Fort, puissant et absolument vivant. « C'est un garçon, dit-il, la voix brisée, tandis qu'il enveloppait le nourrisson hurlant dans un tissu propre. Un beau garçon en bonne santé. Clara sanglotait tandis qu'il posait le bébé sur sa poitrine, ses mains se levant automatiquement pour le bercer contre elle. Les pleurs du nourrisson se calmèrent au contact de sa mère, et Elias regarda, fasciné,
les petits doigts s'enroulaient autour de l'un de ceux de Clara. « Il est parfait, murmura-t-elle. « Oh, Elias, il est parfait. » Elias se détourna, officiellement pour s'occuper du placenta et du nettoyage, mais en réalité pour cacher les larmes qui coulaient sur son visage. Il avait réussi. Ils avaient réussi contre toute attente. Au milieu d'une tempête, sans autre aide que celle l'un de l'autre. Ils avaient mis cet enfant au monde en toute sécurité. Une fois que tout fut propre et rangé, Clara somnolent avec le bébé au sein, Elias se permit enfin de s'asseoir. Ses mains tremblaient maintenant, la réaction tardive se manifestant. Il avait mis un bébé au monde. Il avait sauvé une vie, 2 vies, et le poids de cette responsabilité, la joie que cela lui procurait, menaçait de le submerger. Elias, la voix de Clara était douce, épuisée, mais satisfaite. Comment devrions-nous l'appeler? Il s'approcha, regardant le petit visage, encore rouge et ridé de son voyage dans le monde. C'est à toi de décider. J'aimerais l'appeler Samuel, dit-elle doucement, si cela te convient. Une nouvelle vie née d'une vieille douleur. Peut-être une façon d'honorer ce qui était tout en espérant ce qui pourrait être. La gorge d'Elias se serra. Samuel, le nom de son fils pour ce nouvel enfant. Ce miracle né de la tempête et de la lutte. Il tendit un doigt tremblant pour toucher la tête duveteuse du bébé. Samuel est un beau nom. Il réussit à prononcer un nom fort. Samuel Daniel Hartley. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes et d'autres choses. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Merci, IAS, pour tout. Je n'aurais pas pu. Chut. Il lissa la couverture qui les enveloppait tous les deux. Repose-toi maintenant. Tu l'as mérité. Pendant que la mère et l'enfant dormaient, je montais la garde dehors. La tempête s'était calmée, laissant le monde immaculé et neuf sous la neige fraîche. À l'intérieur, le feu crépitait chaleureusement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et dans le lit, 2 vies qui dépendaient de lui dormaient paisiblement, en toute confiance. Il pensa à Mary et au jeune Samuel, enterrés sur la crête au-dessus. Il pensa à toutes ces années qu'il avait passées à fuir le risque de s'attacher à nouveau, de s'ouvrir à la possibilité d'une perte. Mais en regardant Clara et son fils, leur fils, à tous les égards qui comptaient désormais, il savait que la fuite était terminée. La vie était un risque. L'amour était un risque. Mais l'alternative, les années froides et vides qu'il avait passées à simplement exister, ce n'était pas une vie du tout. Clara le lui avait appris. Ce petit bébé qui prenait ses premières bouffées d'air dans une cabane de montagne le lui avait appris. Elias Turner baissa la tête et pleura de chagrin enfin libéré, de joie inattendue, de la grâce d'une seconde chance qu'il n'aurait jamais pensé recevoir. Et quand ses larmes furent épuisées, il raviva le feu, vérifia une fois de plus que sa nouvelle famille allait bien et s'installa pour veiller sur eux alors que le soleil se levait sur un monde changé. Le printemps arriva lentement dans les montagnes, luttant contre l'hiver pour chaque centimètre de terrain. Lorsque la neige commença à se retirer à contre-cœur, Samuel avait 6 semaines et régnait sur la cabane avec ses petites poignes et ses poumons puissants. C'était un bon bébé, tout bien considéré, mais il avait ses moments, généralement au cœur de la nuit, lorsque les 2 adultes étaient épuisés. Ce matin-là, Elias trouva Clara endormie dans le fauteuil à bascule. Samuel était enfin calme dans ses bras après une nuit difficile. Elle s'était endormie au milieu d'une berceuse, la tête penchée dans une position qui lui ferait mal au cou. Avec précaution et douceur, Elias souleva le bébé de ses bras. Samuel remua, le visage crispé, prêt à pleurer, mais Elias le berça légèrement en émettant un léger « chut ». Il se souvenait de ce qu'il avait fait auparavant. Le bébé s'est calmé, ses petits doigts grippant la chemise d'Elias. « Laisse ta maman dormir », lui a-t-il murmuré. « Elle laisse rester debout avec toi la moitié de la nuit, petit bonhomme. » Il a porté Samuel jusqu'à la fenêtre, lui montrant le monde au-delà de la vitre. « Tu vois ça? C'est le soleil qui se lève au-dessus des sommets et ses taches d'ombre sur le flanc de la colline. C'est la terre qui apparaît, ce qui signifie que le printemps arrive vraiment. Ton premier printemps, les yeux sombres du bébé, les yeux de Clara, semblaient se concentrer sur son visage, même si Elias savait qu'il était probablement trop tôt pour qu'il le reconnaisse vraiment. Il continua néanmoins à parler, surtout de choses sans importance, du travail à faire au ranch, des légumes qu'il planterait dans le jardin, de la vie qui les attendait tous lorsque le monde se réchaufferait.
Je vais tout apprendre. Il se surprit à faire cette promesse. Comment suivre une piste? Comment lire le temps? Comment respecter les montagnes? Comment être un homme bon comme l'était ton papa d'après ce que dit ta maman? Son papa aurait adoré entendre cela. Elias se retourna et vit Clara qui les observait, un doux sourire sur le visage malgré son épuisement. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillé. C'est le silence qui m'a réveillé. Elle se leva et s'étira doucement. Je peux le prendre. Il va bien là où il est. Elias passa le bébé sur son épaule, lui tapotant automatiquement le dos. Tu as besoin de manger et de te reposer correctement dans un lit, pas sur une chaise. Elle ne discuta pas, ce qui lui montra à quel point elle était vraiment fatiguée. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, il remarqua qu'elle boitait légèrement. Elle se remettait bien de l'accouchement, mais 6 semaines, ce n'était pas long, surtout avec les exigences d'un nouveau-né. J'ai réfléchi, dit-il, tout en continuant à bercer Samuel. Au printemps, nous devrions aller en ville, tous ensemble, pour faire des provisions. Laissez le révérend bénir Samuel comme il se doit. Peut-être, ajouta-t-il, soudainement incertain. Peut-être prendre un repas à l'hôtel, comme le ferait une famille. Les mains de Clara s'immobilisèrent alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Une famille, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Peut-être pas de manière conventionnelle, mais oui. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. Oui, c'est ce que nous sommes. Ils se regardèrent longuement dans les yeux, Samuel gazouillant entre eux, avant que Clara ne retourne à sa cuisine avec un sourire qui transforma son visage fatigué. Cet après-midi-là, pendant que Clara faisait la sieste avec le bébé, Elias travailla sur un projet qu'il avait en tête depuis la naissance de Samuel. Dans la grange, cachée sous une bâche, se trouvait un berceau qu'il avait modifié avec des rockers qui pouvaient être verrouillés, le transformant ainsi en une petite luge. À l'arrivée de l'hiver, il pourrait tirer Samuel dans la neige, bien au chaud et en sécurité. Mais c'était l'autre projet qui l'occupait maintenant, un simple jouet en bois, un cheval sculpté dans du pin. Il l'avait commencé la nuit après la naissance de Samuel, y travaillant dès qu'il avait un moment de libre. Ce n'était pas sophistiqué, rien à voir avec les jouets des enfants riches, mais il lissait chaque courbe avec soin, s'assurant qu'il n'y avait pas d'écharde qui pourrait blesser les petites mains. Il était en train d'ajouter les dernières touches lorsqu'il entendit des rires provenant de la cabane. Le rire de Clara, clair et inattendu, suivi de ce qui ressemblait presque à un gazouillis en réponse de Samuel. Elias posa son couteau et se dirigea vers la porte de la grange, regardant Clara tenir le bébé en l'air, faisant des grimaces qui faisaient rire encore plus son fils. Cette vision le frappa comme un coup physique, non pas de douleur, mais de la justesse même de la situation. C'était ce qui manquait à la cabane depuis toutes ces années de solitude. Pas seulement des gens pour remplir l'espace, mais de la vie, de la joie. Le son d'un rire qui n'était pas l'écho d'un souvenir, mais qui se produisait à cet instant précis, ici même. « Tu vas rester là toute la journée? » demanda Clara en l'apercevant. « Ou tu vas venir rencontrer ton fils? » Il essaie de sourire. « Je te jure que oui. »« Ton fils? » Ces mots auraient dû le blesser. Ils auraient dû lui rappeler que Samuel n'était pas vraiment le sien. Au lieu de cela, il lui semblait être un cadeau. Il traversa la cour à grands pas et arriva juste au moment où Samuel esquissait ce qu'on pourrait généreusement appeler un sourire. « Tu vois, dit Clara d'un ton triomphant, il te connaît. » Elias tendit la main et laissa Samuel attraper son doigt avec une force surprenante. « Bien sûr qu'il te connaît. C'est de moi qu'il l'ait attrapé quand il est venu au monde. »« L'attraper? » Clara rit à nouveau. « On dirait qu'il est tombé du ciel. » C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, Elias. Un instant, il n'y avait rien, et l'instant d'après, tout avait changé. Elle le regarda avec ses yeux gris perçants. « Oui, dit-elle doucement, tout avait changé. Les semaines passèrent, le printemps arriva, et les changements se succédèrent rapidement. La neige fondit, révélant le potager que Clara avait planifié tout l'hiver. Elias retourna la terre tandis qu'elle lui donnait des instructions depuis le porche. Samuel était dans une écharpe en bandoulière sur sa poitrine. « Plante les haricots là, » lui dit-elle, « et les courges le long de la clôture et le grimperont. Oh, et il nous faut des herbes près de la porte de la cuisine. Tu es sûr que tu n'étais pas la fille d'un fermier? » demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. « La fille d'un pasteur, corrigea-t-elle. Mais nous avions un jardin.
Maman disait que l'oisiveté était la mère de tous les vices, alors elle nous tenait occupés. Ils travaillèrent ensemble pendant les journées plus chaudes, établissant des routines aussi naturelles que respirer. Elias se levait tôt, s'occupait des animaux, puis revenait pour trouver le petit déjeuner prêt, et Samuel généralement réveillé et réclamant de l'attention. Clara gérait le ménage avec une efficacité tranquille. Mais désormais, elle fredonnait pendant qu'elle travaillait, et le son emplissait la cabane comme un rayon de soleil. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche et regardaient le coucher de soleil peindre les sommets d'une couleur rose dorée, Clara dit soudain: C'est avec le chef Lichesse que tu as dit à propos d'aller en ville en famille. Elias se raidit légèrement. Ils avaient évité le sujet depuis ce matin-là, peut-être tous deux effrayés à l'idée de l'examiner de trop près. Les gens vont parler, continua-t-elle. Ils nous verront avec Samuel et feront des suppositions. Qu'ils supposent, cela pourrait compliquer les choses pour toi. Ta réputation, je te l'ai déjà dit. Je m'en fiche. Elle changea Samuel de bras, rassemblant son courage. Et si nous confirmions leurs suppositions, elle se devint très calme. Clara, je ne dis pas. Je veux dire, je sais que ce n'est pas un mariage d'amour. Je sais que tu pleures encore, Mary. Elle prit une inspiration. Mais nous travaillons bien ensemble. Nous élevons Samuel ensemble. Peut-être pourrions-nous officialiser notre union pour son bien, pour des raisons de convenance. C'est ce que tu veux? Un mariage de convenance? Elle resta silencieuse pendant un long moment. Je veux que Samuel ait un père, un vrai père, pas seulement dans les faits, mais aussi de nom. Je ne veux pas avoir à m'inquiéter que quelqu'un essaie de me l'enlever parce que je suis une mère célibataire. Je veux... Sa voix se réduisit à un murmure. Je veux appartenir à quelqu'un, quelque part, même si ce n'est que sur le papier. Elias tendit la main et prit sa main libre dans la sienne. Elle était désormais rugueuse. Elle n'avait plus la douceur d'une femme de la ville. Ce ne serait pas seulement sur le papier, dit-il doucement. Pas pour moi, je ne suis pas. Je ne peux pas te promettre de romances ou de belles paroles, mais je peux te promettre de prendre soin de vous deux, de subvenir à vos besoins, de vous protéger, d'être un père pour Samuel à tous égards, d'être un mari pour toi de toutes les manières que tu souhaiteras. Les doigts de Clara se crispèrent sur les siens. Tu es déjà tout cela. Le papier ne ferait que rendre cela officiel. Est-ce que suffisant pour toi? Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et il vit dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur. Oui, dit-elle simplement, c'est plus que suffisant. Ils se marièrent 3 semaines plus tard à Silver Creek. Le révérend Davis célébra la cérémonie dans la petite église. Clara portait sa plus belle robe, d'un bleu profond qui faisait ressortir ses yeux, et avait tressé des fleurs sauvages dans ses cheveux. Elias portait ses habits du dimanche, raides à force de ne pas être utilisés, mais propres. Samuel, dans la petite robe que Clara avait cousue, dormit pendant la majeure partie de la cérémonie, ne se réveillant que pour donner son avis lors de la bénédiction finale. L'assemblée était petite, composée de quelques habitants de la ville qui étaient devenus plus amicaux depuis la visite d'Elias pendant l'hiver. Josiah Briggs, l'air quelque peu honteux, était assis au dernier rang, ainsi que le vieux Morton du magasin général. Mais c'était suffisant, plus que suffisant. Elias Turner, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Demanda le révérend Davis. Oui, les mots sortirent pour c'est clair. Clara Hartley, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Oui. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient fixés sur les siens. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Elias se pencha avec l'intention d'un bref baiser cérémoniel, mais Clara le surprit en se mettant sur la pointe des pieds pour le rejoindre, sa main libre venant se poser sur sa joue. Le baiser était doux mais sincère, porteur de promesses et d'espoir, et de quelque chose qui, avec le temps, pourrait se transformer en l'amour qu'ils méritaient tous les deux. Au moment où ils se séparèrent, Samuel choisit ce moment pour pousser un cri de joie, provoquant l'hilarité de la petite assemblée. Clara rougit joliment tandis qu'Elias se surprit à sourire plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des années. On dirait que le garçon approuve, s'écria Morton, provoquant de nouveaux éclats de rire. Ils passèrent leur nuit de noces à l'hôtel, un luxe sur lequel Elias avait insisté. Clara protesta contre cette dépense, mais il avait vu l'émerveillement dans ses yeux devant le simple plaisir d'un bain chaud et d'un lit moelleux qu'elle n'avait pas à faire elle-même.
C'est trop, dit-elle en se tenant debout près de la fenêtre de leur chambre. Samuel dormait dans le tiroir qu'ils avaient rembourré de couverture pour en faire un berceau temporaire. Elias s'approcha derrière elle, sans tout à fait la toucher, mais suffisamment près pour sentir sa chaleur. Rien n'est trop cher pour ma femme. Elle se pencha alors contre lui, un geste de confiance qui le toucha profondément. Ta femme, répéta-t-elle doucement. J'aime bien ça. Moi aussi, admit-il en l'enlaçant délicatement. Moi aussi. Ils restèrent là, debout, à contempler la ville en contrebas, les montagnes au loin. La vie qu'ils construisaient jour après jour, avec soin. Ce n'était pas le mariage qu'ils avaient imaginé dans leur jeunesse, né d'une nécessité plutôt que d'une histoire d'amour, assombri par une perte et compliqué par un enfant qui portait le sang d'un autre homme. Mais lorsque Clara se tourna dans ses bras, tendant la main pour lui caresser le visage de ses doigts délicats, Elias se dit que c'était peut-être mieux ainsi. Un partenariat forgé dans la compréhension, renforcé par un objectif commun et réchauffé par une affection grandissante qui les surprenait tous les deux. « Aucun regret ?» demanda-t-elle. Il pensa aux années vides derrière lui, à celles qui l'attendaient, et secoua la tête. « Aucun. » Et quand Samuel se réveilla en réclamant leur attention, ils s'occupèrent de lui ensemble, leur fils désormais à tous égards, le symbole vivant de leur famille inattendue, de leur grâce improbable. Les ennuis commencèrent à la fin de l'automne, lorsque Samuel, âgé de 7 mois, essayait déjà de ramper. Elias avait remarqué que depuis 2 jours, un homme observait leur cabane depuis la crête, trop loin pour distinguer ses traits, mais assez près pour être inquiétant. Le 3e jour, l'observateur descendit. C'était un fonctionnaire. Cela se voyait clairement à ses vêtements orientaux et à son attitude officielle. Il était maigre comme un clou, avec des yeux perçants qui tout voyaient et ne laissaient rien transparaître. Il s'est présenté comme étant M. Theodore Hutchkins, du Bureau territorial de la protection de la famille. « Puis-je entrer ?» a-t-il demandé, même si ce n'était pas vraiment une question. Clara avait pâli à son arrivée et serrait Samuel plus fort contre elle. Elias s'était placé devant eux, formant un bouclier discret. « Dites-moi d'abord ce que vous voulez. Des inquiétudes ont été soulevées concernant le bien-être d'un enfant dont vous avez la charge. Je suis ici pour enquêter sur la légitimité de votre arrangement familial. »« Nous sommes mariés, » dit Elias d'un ton neutre. « Légalement et en bonne et due forme. Le révérend Davis a célébré la cérémonie à Silver Creek au printemps dernier. » Hutchkins sortit un petit carnet. « Oui, j'ai parlé avec le révérend Davis. »« Une belle cérémonie, dit-il, bien qu'un peu précipitée étant donné que Mme Turner était déjà enceinte lorsqu'elle est arrivée chez vous. » Clara releva le menton. « Mon premier mari est décédé avant la naissance de Samuel. Monsieur Turner nous a accueillis par charité chrétienne et nous nous sommes mariés après un délai raisonnable. » Hutchkins esquissa un sourire. « Madame Turner, ou devrais-je dire Madame Hartley? Certains se demandent si ce mariage est authentique ou s'il s'agit simplement d'un arrangement pour éviter le scandale. »« En quoi cela les concerne-t-il? » grogna Elias. « Le territoire prend très au sérieux le bien-être des enfants. Monsieur Turner, un enfant né hors mariage, élevé dans un foyer irrégulier. »« Il n'y a rien d'irrégulier dans notre foyer, » dit Clara, retrouvant sa voix. « Nous sommes une famille. » Hutchkins prit note. « Puis-je voir l'enfant? » Ils n'avaient d'autre choix que d'accepter. Hutchkins examina Samuel avec un détachement clinique, notant son apparence saine, ses vêtements propres et les soins manifestement prodigués. Le bébé, sentant la tension, commença à s'agiter. « Il a besoin d'être allaité, » dit Clara d'un ton sec. « Bien sûr, » répondit Hutchkins en se levant. « Je vais également devoir inspecter les lieux. C'est la procédure habituelle. » Elias lui fit visiter la cabane, ravalant sa colère à chaque question indiscrète. Oui, Clara avait sa propre chambre. Oui, il respectait les convenances. Ce mensonge avait un goût amer, étant donné que Clara avait emménagé dans son lit dès leur nuit de noces et n'en était jamais sortie depuis. Mais certaines vérités n'étaient pas destinées aux représentants du gouvernement. « 2 semaines, » dit finalement Hutchkins en se dirigeant vers la porte. « Je reviendrai dans 2 semaines pour mon évaluation finale. Je vous suggère de profiter de ce délai pour réfléchir à la question de savoir si cet arrangement sert vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. Il existe de bonnes familles chrétiennes à Denver qui seraient heureuses d'offrir un foyer convenable à un nourrisson. » Après son départ, Clara s'effondra dans un fauteuil, tremblant. « Ils veulent le prendre.
Ils veulent prendre mon bébé, mais il faudra me passer sur le corps. Je m'agenouillai à côté d'elle, couvrant ses mains tremblantes avec les miennes. Personne ne prendra Samuel. Personne. Mais s'ils décident que nous ne sommes pas une vraie famille, que je ne suis pas une vraie mère, alors nous leur prouverons de manière si évidente que même un aveugle pourrait voir que nous sommes une vraie famille. Il se mit à faire les 100 pas. 2 semaines. Nous avons 2 semaines pour prouver que ce mariage est plus qu'un simple bout de papier. Clara leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Comment? Il cessa de faire les 100 pas. Une idée se formait dans son esprit. Cette fois, nous allons bien faire les choses. Un vrai mariage, pas seulement un mariage légal. Ici, sur notre terre, avec des témoins de la ville. Nous leur montrerons ce que tout le monde a besoin de voir, que c'est un mariage d'amour, pas de convenance. Mais cela a commencé par une union de convenance, murmura-t-elle. Elias s'approcha d'elle et lui prit doucement le visage entre ses mains. Vraiment? Ou est-ce que cela a commencé par 2 personnes seules qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin? Clara, Il chercha les mots qu'il n'avait jamais pensé prononcer à nouveau. Je tiens à toi plus que tout. Ces derniers mois, à te regarder avec Samuel, à travailler à tes côtés, à partager nos journées, je ne veux perdre aucun de vous deux. Elias, sa voix se brisa en prononçant son nom. Je ne suis pas doué avec les mots. Je ne l'ai jamais été. Mais je sais ce que je ressens quand je me réveille à tes côtés. Je sais ce que je ressens quand je te vois chanter pour notre fils. Ce n'est peut-être pas le jeune amour que j'avais avec Mary, tout feu, tout flamme. Mais c'est réel, c'est profond et c'est à nous. Elle se leva alors, Samuel toujours dans ses bras, et se pencha vers lui. Je t'aime aussi, dit-elle simplement. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas pouvoir aimer après Daniel, mais quelque part entre la première neige et les semailles du printemps, tu es devenu tout pour moi. Il l'embrassa alors, prenant soin du bébé entre eux, y mettant tous les mots qu'il n'avait pas pu dire lorsqu'ils s'étaient séparés. Samuel souriait de son sourire à 2 dents, tapotant leurs 2 visages de ses mains potelées. « Alors, faisons ça comme il faut, dit Clara. Montrons-leur à tous. » Le lendemain matin, Elias se rendit à Silver Creek. Il parla d'abord au révérend Davis, lui expliquant la situation. Le visage du révérend s'assombrit de colère, non pas contre eux, mais contre cette ingérence. « Thoder Hutchins est un petit homme avec de grandes ambitions, dit-il. Il a déjà causé des problèmes, prétendant toujours protéger les enfants, tout en se forgeant une réputation. Nous lui offrirons un mariage auquel il ne pourra rien redire. » La nouvelle se répandit rapidement. Lorsque Elias arriva au magasin général, Morton était déjà en train d'organiser la fête. « Ma Martha meurt d'envie d'organiser quelque chose depuis votre cérémonie discrète. Cela lui donnera une excuse. Même Josiah Briggs, châtié par l'opinion publique, proposa d'apporter gratuitement des provisions dans la montagne. « C'est le moins que je puisse faire, » marmonna-t-il sans regarder Elias dans les yeux. À la fin de la semaine, les préparatifs battaient leur plein. Les femmes de la ville firent le voyage pour aider Clara à préparer sa robe, une robe de mariée appropriée, empruntée et retouchée pour lui aller. Elles apportèrent des couches de gâteaux soigneusement emballées, des rubans pour la décoration et assez de nourriture pour nourrir la moitié du territoire. « C'est trop !» protesta Clara tandis que Martha Morton épinglait la robe. « Nous ne pouvons pas accepter toutes ces absurdités, » dit Martha, la bouche pleine d'épingles. « Tu es l'une des nôtres maintenant. Je le suis depuis qu'Elias s'est levé dans mon magasin et l'a déclaré. C'est ce que font les voisins. » Le matin de la cérémonie, exactement 13 jours après la visite de Hutchins, le temps était clair et froid. La neige d'une tempête précoce recouvrait le sol, rendant le monde immaculé et nouveau. La cabane avait été transformée avec des branches de pin et des rubans, et la cour était remplie de gens de la ville qui avaient fait le voyage jusqu'à la montagne. Elias se tenait devant la cabane dans ses plus beaux habits, désormais parfaitement ajustés grâce à l'habileté de Martha. Le révérend Davis attendait à ses côtés, un livre de prières à la main. La foule rassemblée se tut lorsque la porte de la cabane s'ouvrit. Clara apparut comme dans un rêve. La robe empruntée avait été embellie par ses touches personnelles, des broderies aux poignets et au col, la dentelle de sa mère à l'encolure. Mais c'était son visage qui lui coupait le souffle, rayonnant de joie et de certitude. Martha Morton portait Samuel, qui portait un petit costume qui fit roucouler la moitié des femmes lorsque Clara l'atteignit et lui prit les mains.
Elias se surprit à prononcer les mots qu'il avait préparés dans l'obscurité de la nuit. Clara Turner, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, en particulier l'homme du gouvernement qui se tenait à l'écart de la foule. Tu es venu à moi en hiver alors que mon monde était gelé et sombre. Tu m'as apporté une chaleur dont j'avais oublié l'existence. Tu m'as donné un but alors que je m'étais résigné à simplement survivre. Tu m'as montré qu'un cœur pouvait se briser et apprendre à aimer à nouveau. Il sortit la bague, non pas le simple anneau de leur première cérémonie, mais la bague de sa mère, en argent, usée par le temps, désormais gravée de nouveaux mots. Grâce accordée, je te choisis. Il continua en glissant la bague à son doigt, non par commodité ou par nécessité, mais par amour. Je te choisis comme épouse, comme partenaire, comme mère de mes enfants, de tous les enfants que Dieu pourrait nous donner. Je te choisis aujourd'hui et tous les jours à venir, en présence de ces témoins et des montagnes qui nous abritent. Clara pleurait ouvertement, sans se soucier des regards. Elias Turner, parvint-elle à dire, sa voix claire dans l'air des montagnes. Tu m'as offert un refuge quand le monde est devenu cruel. Tu as accueilli mon fils quand il est venu au monde et tu l'as considéré comme le tien. Tu m'as montré que la force pouvait être douce et que le silence pouvait être plein d'amour. Tu es mon mari, pas seulement par alliance, mais dans mon cœur, mon protecteur, pas seulement dans les faits, mais dans l'esprit. Elle sortit son propre cadeau, une simple bague en or qu'elle avait dû acheter en ville. À l'intérieur, gravé en si petits caractères qu'il aurait besoin de lunettes pour les lire, se trouvaient 3 mots. La foi rendue entière. Je te choisis, dit-elle en passant la bague à son doigt. Aujourd'hui, demain et tous les jours que Dieu nous accordera. Tu es mon mari, mon amour, le père de mon fils et de tous nos futurs enfants. Je le jure devant ces témoins, nous sommes une véritable famille unie par le choix, l'amour et la grâce. Le révérend Davis s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Eh bien, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme aux yeux de Dieu et des hommes, ce que le Seigneur a uni. Que nul ne nous sépare. Vous pouvez embrasser votre épouse, hélas. Ce baiser n'avait rien à voir avec leur premier baiser cérémoniel. C'était une revendication, une promesse, une déclaration qui sonnait plus vrai que n'importe quel mot. La foule éclata en acclamations, et quelque part dans le bruit, le cri de joie de Samuel s'éleva au-dessus de tout le monde alors qu'il se tournait vers leur communauté. Elias aperçut Hutchins, son carnet oublié dans la main, l'air quelque peu abasourdi. Martha Morton s'avança vers lui, Samuel sur la hanche. « Je pense que vous en avez vu assez, Monsieur Hutchins, » dit-elle d'un ton sec. « Ou devons-nous leur faire répéter leurs vœux une 3e fois pour vous satisfaire? » Le représentant du gouvernement eut la décence de paraître embarrassé. « Ce ne sera pas nécessaire. Il est clair qu'il s'agit d'un véritable arrangement familial. »« Plus que véritable, » ajouta le vieux Morton en rejoignant sa femme. « Voici à quoi ressemble l'amour lorsqu'il a été mis à l'épreuve et qu'il en ressort plus fort. Notez cela dans votre rapport, alors que la fête continuait autour d'eux, que la musique démarrait, que le repas était servi et que les voisins venaient les féliciter. Clara se blottit contre Elias. « Vous pensez que nous l'avons convaincu ?» demanda-t-elle. « Peu importe que nous l'ayons convaincu ou non, » répondit-il en déposant un baiser sur sa tempe. « Nous nous sommes convaincus l'un l'autre, c'est tout ce qui compte. » Elle sourit, levant la main pour toucher la bague en argent qui ornait désormais son doigt, à côté de la simple alliance de leur premier mariage. « La grâce a été donnée et reçue, » ajouta-t-il en regardant Samuel sautiller dans les bras de Martha, tendant vers eux ses mains potelées et multipliées. Le représentant du gouvernement partit avant que la danse ne commence. Sa mission officielle était clairement terminée, mais la fête se poursuivit jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Et lorsque le dernier chariot descendit le chemin de montagne, Elias et Clara se tenaient ensemble sous leur porche. Samuel dormait dans les bras de son père, regardant les étoiles apparaître dans le ciel clair de l'hiver. « Plus de questions, » dit Clara doucement. « Plus de doutes. Nous sommes une famille, légale et véritable à tous les égards qui comptent. »« Nous l'avons toujours été, » répondit Elias. « Il a juste fallu plus de temps à certaines personnes pour s'en rendre compte. » Elle rit, le son se propageant dans l'air froid comme une musique. « Alors, trinquons aux lents à comprendre, aux secondes chances et à la grâce, ajouta-t-il, quelle que soit la forme qu'elles prennent.
Ils rentrèrent alors dans leur chalet chaleureux, rempli des vestiges de la fête, de fleurs et de rubans, et de l'odeur sucrée du gâteau de mariage. Mais plus encore, rempli de la certitude d'appartenir, de la sécurité d'un amour reconnu et de la promesse de toutes les années à venir. 1 an s'était écoulé depuis le deuxième mariage, et la cabane qui résonnait autrefois de solitude était désormais pleine de vie. Samuel, stable sur ses jambes à 19 mois, suivait Elias avec détermination, imitant chacun de ses mouvements avec une concentration solennelle. « Papa » appelait-il, son vocabulaire encore limité, mais son enthousiasme sans limite. En haut, Elliot le souleva et installa le garçon sur ses épaules. « Tiens-toi bien, Sam. Nous allons vérifier la clôture depuis le jardin. » Clara se redressa, une main pressée contre son dos, l'autre protégeant ses yeux du soleil. Le soleil matinal faisait briller les reflets auburn de ses cheveux bruns, désormais assez longs pour être relevés dans le style élaboré qu'elle affectionnait pour les occasions spéciales. Aujourd'hui n'était pas un jour spécial, juste un jour de lessive, mais elle était tout de même magnifique dans sa simple robe en calicot et son tablier parsemé de fleurs. « Ne le laisse pas dehors trop longtemps, » lui dit-elle, « et fais attention à son chapeau. » Le soleil commence à taper fort. Alice lui fit signe de la main en signe d'acquiescement, ajustant le petit chapeau de paille que Clara avait tressé pour leur fils. Alors qu'il marchait le long de la limite de la propriété, il se surprit à parler à Samuel comme il le faisait toujours, lui montrant les traces dans la boue, lui expliquant les signes annonciateurs du temps à venir, partageant avec lui les connaissances qui feraient un jour de lui un véritable montagnard. « Tu vois ces traces de surf? Probablement celui qui lorgne la salade de ta maman. Et là, c'est là que le ruisseau est un cru à cause de la fonte des neiges. Respecte toujours l'eau, Sam. Elle donne la vie, mais elle peut aussi la reprendre. » Samuel babillait des réponses, prononçant parfois un mot clair, « chéri » ou « oh », qui remplissait Elias de fierté. Son fils, pas de sang peut-être, mais par choix et par amour et par chaque jour passé ensemble. À leur retour, Clara avait préparé le déjeuner et avait des nouvelles à partager. « Une lettre de Martha Morton », dit-elle en faisant glisser l'enveloppe sur la table. « L'Église organise une fête des récoltes. Ils veulent que nous y participions. » Elias parcourut l'invitation tandis que Samuel s'attaquait à sa purée de légumes avec plus d'enthousiasme que de précision. « C'est dans 6 semaines, je sais. » La voix de Clara avait une intonation étrange. « Je pensais que nous pourrions peut-être apporter quelque chose de spécial. Ces confitures que j'ai préparées. » Elle marqua une pause, les joues rougissantes. « Et nous pourrions partager notre nouvelle. » Il leva brusquement les yeux. « Une nouvelle. » Elle posa une main sur son ventre encore plat, un sourire illuminant son visage. « J'en suis presque certaine. J'ai eu des nausées le matin et je n'ai pas eu mes règles. Je pense qu'au printemps, Samuel aura un petit frère ou une petite sœur. » Elias se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. En 2 enjambées, il contourna la table et la prit délicatement dans ses bras. « Tu es sûr? » « Aussi sûr que possible sans médecin. » Elle rit contre sa poitrine. « Es-tu heureux? » Heureux, il s'écarta pour regarder son visage. « Clara, je ne trouve pas les mots. »« Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Je le vois dans tes yeux. » Samuel, ne voulant pas être en reste, leva les bras pour attirer l'attention. « Lève-moi, maman, lève-moi. » Clara le souleva et l'installa sur sa hanche avec une aisance acquise par l'habitude. « Qu'en penses-tu, petit bonhomme, prêt à devenir grand frère? » Le garçon répondit en lui tapotant la joue avec sa main collante, laissant derrière lui une trace de patate douce. Ils rirent tous les 3 ensemble, dans leur cuisine baignée de soleil. Un moment parfait dans un monde imparfait. Les semaines qui suivirent apportèrent toute la splendeur de l'automne en montagne. Les trembles se teintèrent d'or sur les collines, leurs feuilles scintillant comme des pièces de monnaie dans la brise. Le jardin produisit sa dernière récolte. Des courges, des haricots et des légumes racines à stocker pour l'hiver. Clara travailla sans relâche à la conservation et à la mise en conserve. Ses mouvements étaient prudents mais déterminés, malgré la fatigue du début de grossesse. « Tu en fais trop », s'inquiéta Elias, la trouvant un après-midi debout sur un tabouret pour atteindre les étagères hautes. « Je suis enceinte, pas l'invalide. » Rétorqua-t-elle, mais elle le laissa l'aider à descendre. « De plus, je veux que tout soit parfait pour le festival. C'est notre premier véritable événement social en tant que famille, comprit-il. »
Il ne s'agissait pas seulement de conserves et de tartes. Il s'agissait de consolider leur place dans la communauté, de montrer à tout le monde que la veuve douteuse et l'ermite des montagnes étaient devenus quelque chose de tout à fait différent, une famille qui avait sa place. Le matin du festival s'annonçait frais et lumineux. Ils chargèrent soigneusement la charrette, les conserves de Clara emballées dans de la paille, 2 tartes enveloppées dans un tissu propre et la nouvelle tenue de Samuel, cousue par Clara à partir de tissus qu'elle avait échangés contre des œufs soigneusement disposés. Le voyage jusqu'à Silver Creek prit la majeure partie de la journée, avec des arrêts pour reposer les chevaux et laisser Samuel se défouler. Alors qu'ils approchèrent de la ville, Clara lissa nerveusement sa robe. « Est-ce que je suis bien? Je commence à montrer des signes et je voulais attendre d'être arrivé pour l'annoncer. »« Tu es magnifique, » l'interrompit Elias, comme toujours. Elle sourit, un peu moins tendue. « Tu es complètement partial, » admit-il, la faisant rire. Le terrain de l'église était déjà en effervescence lorsqu'ils arrivèrent. Les tables ployaient sous le poids des récoltes. Les enfants couraient entre les stands et le son des violons flottait dans l'air. Plusieurs personnes les saluèrent lorsqu'ils arrivèrent, et le jeune Tom Bradley, qui n'était plus si jeune, vint les aider à décharger. « Ravi de vous voir, Monsieur Turner, Madame Turner, » dit-il en soulevant son chapeau. « Et regardez Samuel qui marche et tout. » Le garçon, soudainement timide, se cacha derrière la jupe de Clara, mais en quelques minutes, attiré par les autres enfants et la promesse de pommes d'amour, il partit en trottinant sous le regard attentif des dames de l'église. L'après-midi passa dans un tourbillon de conversations, de repas partagés et de chaleur inattendue. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté à propos de Clara il y a 2 ans cherchaient maintenant ses recettes et ses conseils. Elias se retrouva entraîné dans des discussions sur les conditions météorologiques et les rendements agricoles. Son isolement prit fin, une fois pour toutes. C'est Martha Morton qui le remarqua la première, son regard perçant détectant ce que Clara avait tenté de cacher. « Ma chère, » dit-elle doucement en prenant Clara à part, « est-ce que j'aperçois une bénédiction à l'horizon? » Clara porta instinctivement la main à son ventre. « Nous ne l'avons pas encore annoncé, alors faisons-le, d'accord? » « Oh, cela mérite un toast. » Avant que Clara n'ait pu protester, Martha était déjà montée sur une estrade improvisée, faisant teinter une cuillère contre un verre. « Votre attention, s'il vous plaît. Je viens d'apprendre une merveilleuse nouvelle. » La foule se tut et se tourna vers eux. Elias se plaça à côté de Clara, passant ses bras autour de sa taille pour la soutenir. « Nos chers Clara et Elias Turner attendent un heureux événement, » annonça Martha. « Un compagnon de jeu pour le petit Samuel au printemps. » Les acclamations qui s'élevèrent furent probablement entendues dans le comté voisin. Les gens se pressèrent pour les féliciter, et Clara se retrouva entourée de femmes qui lui donnèrent des conseils et lui promirent leur aide. Même Josiah Briggs, complètement transformé, serra la main d'Elias avec une chaleur sincère. « Vous construisez une véritable dynastie là-haut dans la montagne, dit-il. Bravo à vous deux. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs orange et violette éclatantes, le révérend Davis demanda l'attention de l'Assemblée. « Avant de terminer cette journée bénie, j'aimerais dire quelques mots. » La foule se rassembla, les enfants furent rassemblés par leurs parents, les conversations s'éteignirent dans un silence respectueux. « Il y a 2 ans, commença le révérend, une étrangère est arrivée dans nos montagnes, une femme dans le besoin, portant un enfant, cherchant un abri et du travail. Elle a trouvé les 2 dans la cabane d'un homme que nous avions tous considéré comme perdu dans le chagrin et la solitude. Elias se tortilla, mal à l'aise, mais Clara lui serra la main pour le maintenir en place. Ce qui suivit, poursuivit Davis, fut rien de moins qu'un miracle. Pas un miracle spectaculaire avec des anges et des trompettes, mais un miracle discret. Le genre où 2 personnes brisées s'aident mutuellement à guérir. Où une cabane solitaire devient un foyer, où un enfant né dans la tristesse trouve un père qui l'a choisi avec un amour délibéré. Plusieurs femmes s'essuyaient les yeux à présent. La vue de Clara se brouilla. Et maintenant, le révérend souriait. Aujourd'hui, il nous offre la suite de ce miracle. Une nouvelle vie, un nouvel espoir, une nouvelle preuve que la grâce de Dieu agit de manière inattendue. Remercions-le pour la famille Turner et la leçon qu'elle nous enseigne. Que l'amour n'est pas toujours là où nous commençons, mais là où nous pouvons choisir d'aller. La prière qui suivit fut brève mais sincère,
tandis que le dernier amène résonnait. Samuel se détacha du groupe d'enfants et courut vers ses parents, les bras tendus. « À la maison ?» demanda-t-il avec espoir. « Rentrer à la maison ?» Elias le souleva et l'installa contre son épaule, où le garçon se blottit immédiatement. Le pouce dans la bouche. « Oui, mon fils, rentrons à la maison. » Ils firent leurs adieux, promettant de revenir bientôt, acceptant une dernière série de félicitations et de conseils. Alors que le chariot quittait la ville, Clara se pencha contre Elias, Samuel dormant entre eux. « Ça s'est bien passé, dit-elle doucement. Mieux que bien. » Il prit les rênes d'une main et passa son bras libre autour d'elle. « Tu as réussi, Clara. Tu nous as permis de trouver notre place. C'est nous qui avons réussi, corrigea-t-elle. Le voyage de retour fut paisible, Samuel ne se réveillant qu'une seule fois pour être nourri et changé avant de se rendormir. La lune était pleine et brillante, transformant le chemin de montagne en un sentier argenté. Lorsqu'ils franchirent enfin la dernière colline et aperçurent leur cabane en contrebas, aux fenêtres sombres mais accueillantes, Clara poussa un soupir de satisfaction. « La voilà !» murmura-t-elle. « Notre maison !» Elias l'aida à descendre de la charrette, ses mains s'attardant sur sa taille. « Merci, dit-il soudainement. »« Pourquoi ?» ?»« Pour avoir répondu à cette annonce. Pour avoir été assez têtu pour rester. Pour avoir vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. » Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Pour notre fils, pour ce nouveau bébé, pour m'avoir appris la grâce. » Elle se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser tendrement au clair de lune. « Tu as donné autant que tu as reçu. » Elias Turner. N'en doute jamais. Ils déchargèrent tranquillement, soucieux de ne pas réveiller Samuel. Pendant qu'Elias s'occupait des chevaux, Clara alluma les lampes et raviva le feu qui s'était éteint. Bientôt, la cabane fut chaude et lumineuse, remplie des odeurs familières de la fumée de bois et des herbes séchées suspendues aux poutres. Clara faisait chauffer du lait pour un chocolat chaud quand Elias entra, apportant le reste de leurs achats du festival. Il la trouva debout près de la fenêtre, une main sur le ventre, regardant le ciel étoilé. « Penny, à quoi penses-tu » Elle sourit sans se retourner. « Je pensais juste à quel point tout est différent de cette première nuit. J'avais tellement peur, j'étais persuadé que tu me renverrais au petit matin. Et maintenant, tu es coincé avec moi, termina-t-il en l'enlaçant par derrière, ses mains venant se poser sur les siennes, sur le ventre légèrement bombé de leur enfant à naître. Heureusement coincé, acquiesça-t-elle en se blottissant contre lui. Coincé pour toujours. Samuel remua dans son berceau, celui qu'Elias avait sculpté et qui attendait désormais son prochain occupant. Ils s'approchèrent ainsi ensemble pour vérifier qu'il allait bien, ajustèrent sa couverture, lissèrent ses cheveux bruns qui ressemblaient tant à ceux de sa mère. « Il sera un bon grand frère, » murmura Clara. « Le meilleur, » acquiesça Elias. « Nous l'éduquerons ensemble. » Ils restèrent là, à la lumière de la lampe, à regarder leur fils dormir, rêvant de l'enfant à venir, enveloppé dans le calme et le contentement d'une vie reconstruite à partir du chagrin. Dehors, le vent chantait à travers les pins, et les montagnes montaient une garde éternelle. Mais à l'intérieur, dans leur cabane devenue leur foyer, tout n'était que chaleur, paix et cette grâce particulière qui vient du choix de l'amour jour après jour, jusqu'à ce que ce choix devienne dévotion et que la dévotion devienne éternité. « Je t'aime, » dit Clara, ces mots encore assez frais pour le réchauffer à chaque fois. « Et je t'aime, » répondit-il, le pensant de toutes les fibres de son être. « Vous deux, vous tous, pour toujours, » sourit-elle, ce sourire transformateur qui avait brisé son cœur gelé pour la première fois. « C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Et c'était dans leur cabane de montagne, loin du bruit et des jugements du monde. Ils avaient tout trouvé, un but, la paix, un partenariat et la promesse de toutes les années à venir. Ils avaient trouvé une famille, ils avaient trouvé un foyer, ils avaient trouvé la grâce. Mais surtout, ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Merci d'avoir écouté notre histoire aujourd'hui. J'aimerais savoir où vous appréciez ce récit. L'écoutez-vous pendant vos trajets, chez vous, ou peut-être lors d'un long trajet en voiture. Abonnez-vous à la chaîne From Wild West et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et vos liens rendent notre communauté unique.